Moi, il y a une phrase qui me rend fou, qui me rend dingue, mais qui me rend dingue, parce qu'elle est complètement conne. Alors, les républicains, tu sais, tout le camp bourgeois et réactionnaire, ils adorent cette phrase, c'est dire rien ne peut jamais légitimer la violence. Mais il veut dire, la République, elle est née comment? Qu'est-ce qui. Ouais, non, mais oui, mais juste la République. Comment est née la République? Comment on a renversé la monarchie? Je veux dire, et même les résistants et tout, mais je veux dire, non, c'est faux. Il y a jamais une phrase aussi fausse que rien ne peut légitimer la violence. Bien sûr que parfois la violence est légitime. Maintenant, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'elle est légitime. Et ça, il n'y a pas de réponse absolue. Pour les fascistes, certaines fois, ce sera légitime, mais pas pour nous. Pour nous, il y a certaines violences qui vont être légitimes, mais pas d'autres. Toi, donc vraiment, c'est une question de dans quel camp tu le places, quelle vision tu as de la violence, quel est ton combat, quels sont tes objectifs, quelles sont tes fins. Mais le truc de la violence n'est jamais légitime, c'est faux. La violence peut être légitime. Bonjour Wissam. Bonjour. J'espère que ça va. Tu es un militant politique qui s'organise dans un groupe ou un collectif qui s'appelle Parole d'honneur, qui a été créé il y a 4 ans, ou en tout cas les derniers contenus qu'on trouve sur YouTube, c'était il y a 4 ans. Mais 2017. 2017, ok. Et tu as été parmi aussi les premiers à faire de la politique sur Twitch. Et récemment, il y a aussi votre groupe qui a publié une revue au format papier qui s'appelle Nous. Vous en êtes actuellement au 2e numéro. On y retrouve des personnes qui ont déjà été publiées par ailleurs, notamment Ouria Boutedja. Et également, c'est un endroit où sont publiées des personnes pour la première fois sur des sujets relativement divers. Donc c'est une revue, on le dit comme ça, c'est dit. C'est une revue qui est commandable sur le site du QG des Coloniales. C'est la première revue trimestrielle qui sort tous les 6 mois. C'est donc. Carré. Voilà. Donc pour lancer cet entretien, j'aimerais te rapporter l'existence d'un tag que j'ai vu sur Paname après le 49.3. Un tag qui disait simplement « Lisez Boutedja ». Ah ouais. Et ce tag, c'est le signe qu'il y a une porosité qui s'est construite entre ce qu'on pourrait appeler en gros la gauche extra-parlementaire et la tradition décoloniale. Et également avec une force de la gauche parlementaire en particulier qui est la France insoumise. La conjecture actuelle, elle est assez particulière, elle est assez critique. Et dans ce contexte-là, cette complicité, cette porosité, cette proximité intellectuelle, elle constitue le principal motif de diabolisation de la France insoumise et par extension du nouveau Front populaire avec un anathème qui est l'alliance avec les indigénistes. Le mot indigéniste, il fait référence à une notion qui a été portée par une organisation politique qui était le PIR, le Parti des indigènes de la République, et avec lequel il me semble que tu as des rapports relativement étroits. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est cette organisation, du contexte dans lequel elle a été créée, des finalités politiques qu'elle s'est données à la base, et également peut-être de sa disparition, potentiellement de la façon aussi dont elle renaît à travers d'autres initiatives collectives? Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de répondre parce que tu as fait plein de remarques. La première chose, c'est sur le tag de Lisez Ouria, c'est ça? Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de gens qui commencent à lire. Et je trouve ça intéressant parce que tu parles notamment de Twitch, alors je pense pas être parmi les premiers, peut-être qu'avant il y en avait, mais oui, on a été ceux, en tout cas dans l'extrême gauche et dans l'antiracisme, à avoir investi assez rapidement Twitch. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le fait que c'est assez récent. Par exemple, il y a le livre de Ouria Boutedja, ceux que les gens disent de lire, qui est le premier, c'est Les Blancs, les Juifs et nous. Il est sorti en 2015. Et en fait, il y a eu une redécouverte depuis 3-4 ans du livre. Et pour moi, c'est lié à Twitch. Et c'est là où tu vois que la forme compte beaucoup dans la politique, tu vois. Parce que en fait, nous, on avait un problème, c'est que on savait pas communiquer. C'est-à-dire que on avait des idées assez, vraiment, c'est du bulldozer. Les Blancs, les Juifs et nous, c'est vraiment un bulldozer. C'est-à-dire que ça casse tout et ça invite à tout repenser, les catégories raciales, les Blancs, les relations intercommunautaires. Et le problème, c'est que comme nous, on était nuls en communication, les seules fois où on entendait Ouria Boutedja,
C'était soit les gens qui faisaient l'effort d'aller lire Ouria, c'est-à-dire acheter le livre et le lire avec une honnêteté intellectuelle, soit ils la voyaient à la télé, et à la télé, elle avait le droit à 20 minutes dans un plateau où tout le monde était contre elle, tu vois, elle était un peu isolée, et c'est vrai qu'elle paraissait pas sympathique, tu vois, elle était renfermée parce qu'elle devait défendre sa position contre tout le monde, et donc ça donnait une mauvaise image. J'ai l'impression que c'est vraiment, les gens avaient l'impression qu'on était des méchants, que genre on aimait personne, on détestait les blancs, on détestait. Et quand on a découvert Twitch, c'est là en fait on a eu le temps d'expliquer aux gens. On a parfois 5, 6 heures de discussion avec les gens pour expliquer ce qu'on entend par blanc, expliquer ce qu'on entend par race, expliquer ce qu'on entend par impérialisme. Tu vois, un truc tout simple. Quand elle parlait d'homonationalisme, d'impérialisme gay, en fait, les gens peuvent très facilement, en 5 minutes, dire « Ah, mais en fait, c'est quoi? C'est les gays qui oppriment les autres », et tu n'as pas le temps d'expliquer. Alors que là, maintenant que tu as une émission de 4-5 heures, tu as vraiment le temps d'expliquer. Donc, il y avait vraiment sur la forme. Et donc, sur les indigènes de la République et tout, donc pour faire très rapidement l'histoire, officiellement, le MIR, au départ, le Mouvement des indigènes de la République, il est né en 2004 ou 2005, il me semble début 2005, je crois février et tout. Il y a eu l'appel des indigènes de la République qui a été signé par pas mal de gens à gauche. Et il faut savoir que ça a été une véritable rupture à l'époque parce qu'en fait, c'était, il faut remonter, je pense, 2, 3 ans avant, et avec tous les débats autour du voile, et notamment du voile à l'école. Alors là, ça a vraiment, moi je pense que on se rend pas compte de l'importance dans la gauche et la rupture que ça a vraiment marqué, les débats autour du voile, et comment ça a provoqué vraiment des discussions, des polémiques et vraiment des ruptures d'amitié, hein. Moi, comme on me raconte ce qui s'était passé, les débats qu'il y avait eu, c'était vraiment intense. Et donc, c'était né de ça. Il y avait une partie de la gauche qui a rejoint le camp un peu laïcard, républicain, islamophobe, et une autre partie qui a décidé de rejoindre l'antiracisme et d'avoir un discours un peu plus conséquent sur ces questions. Et donc, c'est là où des militants se sont rencontrés. Notamment, c'était une époque où il y avait Rouya Boutelja qui défilait avec Christine Delphi, Pierre Thévagnan, voilà, tout ça, Ismaël Chouder. Il y avait vraiment. Et 1 ou 2 ans après, il y a eu l'appel du mouvement des indigènes de la République, avec l'idée de dire bah maintenant on va parler d'antiracisme, mais de manière politique. Parce que l'une des principales critiques de l'antiracisme, de ce qu'on appelle l'antiracisme politique, c'est de dire qu'avant la conception de l'antiracisme, c'était une conception morale. Et en fait, c'est la conception qu'a beaucoup SOS Racisme. Voilà, le symbole de cette conception morale, c'est SOS Racisme, c'est-à-dire de ne pas voir le racisme comme quelque chose qui structure la société, comme quelque chose qui structure, qui traverse les institutions et dont l'acteur principal n'est pas les individus eux-mêmes, c'est-à-dire, voilà, il y a quelqu'un qui a dit sale noir ou sale arabe et tout, mais vraiment l'État, les institutions qui reproduisent une vision de la société qui est divisée en catégories raciales et vraiment hiérarchisée. Et donc l'idée, c'est de dire que mais le principal producteur du racisme, c'est pas le beauf du coin, tu vois, parce qu'en fait, voilà, dans l'antiracisme moral, on va beaucoup taper sur le petit blanc qui aimerait pas les Arabes. Et nous, on dit non, 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 ok, oui, il y a des petits blancs qui aiment pas les Arabes, mais qui crée ce racisme? C'est vraiment l'État. Et donc, ça a été vraiment une rupture sur ça. Et aussi, la rupture, c'est de dire, mais en fait, on n'a plus besoin que la gauche parle pour nous. On n'a pas besoin de SOS racisme. On n'a pas besoin de, voilà, des gens qui vont dire touche pas à mon pote. En fait, touche pas à mon pote, le pote, il peut parler. Le pote, il peut parler, parce que le pote, en fait, c'est l'arabe et le noir. Il peut parler, il peut même s'organiser. Et ce qui a marqué une véritable rupture, c'est de dire, mais en fait, on n'a plus besoin de vous. On va parler pour nous-mêmes, avec nos propres mots, avec nos propres problématiques, et on va s'organiser. Et donc, c'est là qu'est né le Parti des indigènes, le MIR, qui après, 2 ans après, est devenu le PIR. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement le PIR, c'est que dans cette période-là, il y a vraiment toute une effusion de mouvements antiracistes, c'est-à-dire qu'il y a aussi la brigade anti-négrophobie, il y avait la Voix des Roms qui existait depuis, je pense, quelques temps, le CCIF, l'UGFP qui existait depuis des années, mais qui a vraiment aussi pris une rupture plus profondément antiraciste et décoloniale. Donc, c'est vraiment une période importante pour l'antiracisme politique. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais attends, avant, on luttait. Donc oui, avant, il y avait aussi des organisations, on peut penser au MIB, voilà, il y a eu des gens qui militaient, mais je pense que quand même, théoriquement, ça a été une rupture, parce que je pense que c'est parmi les premières fois où on va parler réellement de race.
de race sociale. C'est-à-dire qu'avant, surtout en France, c'était quelque chose qui était euphémisé, on n'osait pas le dire, il y avait tout le discours autour de l'universalisme, que la France ne voit pas les couleurs, la République est indivisible, il n'y a que des individus. Donc beaucoup ont été dans cette logique-là de dire « Ah non, mais les races, c'est anglo-saxon, c'est aux États-Unis qu'il y a des races, en France, il n'y a pas de race. » C'est là où on a vraiment marqué une rupture, on a dit non, maintenant on va parler de racisme, on va parler de catégorie raciale, parce que c'est comme ça que la société voit les individus. La police, elle voit pas quand elle contrôle un noir ou un arabe, c'est pas se dire ah, je vais contrôler un ouvrier. Non, elle se dit je vais contrôler un noir ou un arabe. Donc ça a vraiment marqué une rupture sur ça. Et je voudrais faire aussi un dernier mot sur le mot indigène. Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent oui, indigène, c'est pas très académique, c'est pas très sérieux, on s'en fout. Dire, vraiment, c'est un choix politique, c'est pas un choix académique. Vous voyez, c'est pas, je veux dire, nous, le choix, c'est de faire une référence au code de l'indigénat et de dire, voilà, le code de l'indigénat, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est que dans les colonies, il y avait un code spécifique qui était appliqué aux Noirs et aux Arabes, aux populations non blanches des territoires colonisés par la France. Notamment l'Algérie qui était censée être française, eh ben, et qui était censée, la France qui était censée être universaliste, eh ben, elle appliquait d'autres codes à l'égard de la population musulmane. Donc en gros, oui, l'Algérie c'était française, mais il y avait une catégorie de sous-citoyens. Et donc l'idée pour nous, c'est pas de dire que c'est exactement pareil, mais qu'en fait il y a un continuum, que les indigènes, que maintenant on est encore un petit peu les indigènes de la République, c'est-à-dire qu'on a encore des sous-citoyens, on a encore des règles spécifiques qui sont appliquées à nous. Alors c'est pas marqué sur les textes de loi clairement, mais il y a un traitement différencié. Et donc après, pour moi, que le thème soit parfait, on s'en fiche, c'est vraiment un choix politique. C'est pas un choix académique qui se baserait sur une enquête de malade qu'on pourrait prouver par A plus B. C'est vraiment un choix politique pour dire voilà, il y a un continuum entre la France n'a pas rompu avec son héritage colonial. Ouais, il y avait quelque chose que je voulais ajouter par rapport à ça. C'est aussi intéressant de voir qu'il y a des notions que les gens s'approprient en fait intuitivement, spontanément, et qui après peuvent prendre si tu veux, une dignité universitaire. Récemment, il y a eu un livre qui s'appelle Des empires sous la terre de Mohamed Méziane, Ahmadinejad ouais. qui est sorti en 2021, Oui. mais qui en 2021 vient creuser en fait la construction de cette catégorie d'indigènes et tout. Donc c'est aussi intéressant, peut-être ça commence aussi euh, par là. Tu as parlé du MIR, tu as parlé du pire, de sa création dans les années 2000. Et comme tu as dit, il y a des antécédents aussi, d'autres choses qui existaient. Si je comprends bien, la rupture que tu situes par rapport à ces précédents-là, c'est le fait de formaliser quelque chose théoriquement et de l'apporter comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'il y avait avant, simplement pour donner un repère historique pour les personnes qui ne l'ont pas forcément, mais en 1984, il y a eu la Marche des Beurs qui a donné lieu à la création de SOS Racisme, qui était du coup la cooptation du mouvement antiraciste par le PS et tout. Et à côté de ça, il y a eu des choses autonomes qui ont continué à exister, qui se sont constituées. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler à la fois d'un point de vue organisationnel, en mode, est-ce que le rapport en fait au fait que c'était des travailleurs sociaux, qu'est-ce que ça pouvait impliquer aussi dans la manière dont ils construisaient le truc, ce que ça a été le MIB, parce que c'est quand même un truc très important, et puis donc, ce point de vue organisationnel-là, et puis d'un point de vue politique, sur les questions sur lesquelles spécifiquement s'est construite cette tradition. Il y a eu le comité contre la double peine, mais après il y a eu autre chose. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Mais en fait, alors moi je suis pas un grand spécialiste du MIB et de tout ce passé, mais ce qui est important à noter, parce que là j'ai aussi dit que la rupture c'était de s'organiser par nous-mêmes, mais ce qui ne veut pas dire qu'avant ça ne s'organisait pas. Au contraire, dans les quartiers, il y a toujours eu une forme d'auto-organisation, et même les indigènes, les Noirs et les Arabes, se sont toujours auto-organisés. Il y a toujours eu un mouvement de résistance. J'ai l'impression que par le passé, ça s'est plus formulé. Bah, il y a eu beaucoup des questions anti-impérialistes qui ont beaucoup pesé. La question de la Palestine, la question aussi de l'Afrique du Sud et tout. Mais ça s'est aussi beaucoup centré sur l'histoire des quartiers populaires, sur l'auto-organisation des quartiers populaires, sur les violences policières, voilà, comme tu as dit, la double peine, sur le contrôle d'identité. Donc ça s'est assez formalisé sur ça. Mais je pense que
ouais, je pense que vraiment la rupture qu'il y a eu par rapport au passé, et ce qui pour moi n'enlève pas le mérite qu'ont eu les militants de l'époque, qui ont fait un travail extraordinaire. Et pour moi, voilà, c'est des grands frères, et pour moi, il y a toujours un respect énorme à avoir des grands frères. Je veux dire, s'ils n'étaient pas là, peut-être qu'on ne serait pas là, tu vois, et sûrement qu'on ne serait pas là. Il y a toujours une ligne d'héritage, et parce qu'il y a des gens avant qui ont commencé à poser les bases, que ça a amené le pire, ensuite le comité Adama, ensuite plein d'autres organisations. D'ailleurs, un petit détail, je pense que les générations d'aujourd'hui, pour qui c'était un peu normal, tu vois, de dire blanc, noir et arabe, se rendent pas compte comment il y a 20 ans, c'était pas du tout ça. 20 ans, tu pouvais pas dire blanc. Je veux dire, nous, à l'époque, on disait les Français. Voilà. Pour parler des Blancs, on parlait des Français et tout. Mais vraiment, je pense qu'on ne se rend pas compte aussi des avancées qu'il y a eu sur ça. Mais je pense que, voilà, comme le truc, ça se concentrait beaucoup sur les violences policières, aussi la précarité économique qu'il y avait dans les quartiers. Mais je pense que la rupture principale, ça a été de se dire, mais nous aussi, on peut penser théoriquement avec nos propres codes, nos propres références et surtout en rupture avec la pensée de gauche. Moi, si j'avais une critique à faire, c'est que peut-être qu'on n'osait pas trop dire, bah, nous, on pense pas pareil, on pense différemment, surtout qu'on a une autre expérience que la gauche sur certaines questions. Je pense que l'exemple le plus parlant de ça, c'est la question du féminisme. Veut dire, ça ne veut pas dire que nous sommes anti-féministes ou que nous combattons la lutte des femmes, mais on a un rapport différent aux luttes féministes parce que les luttes féministes vis-à-vis de l'antiracisme, c'est matérialisé par d'autres politiques, par d'autres rapports et parfois des rapports racistes. Et là, j'invite à lire le livre de Félix Bojo et Wanje Epe et Stella Meliani Belkacem qui s'appelle Les féministes blanches et l'Empire. Et elle montre comment des féministes notamment pour gagner en droit, pour gagner en légitimité des femmes, pour gagner en légitimité par rapport au patriarcat, ont décidé de rejoindre la cause blanche, notamment dans les colonies et tout. Et donc, c'est là où on explique que, oui, on comprend l'intérêt de la lutte féministe, mais du point de vue que ce soit des Noirs, des Arabes, des Roms, des musulmans, eh ben, on a un rapport un peu plus conflictuel parce qu'il y a eu des moments où ça a créé des disputes, ça a créé des polémiques et où, bah, au nom du féminisme, on a opprimé une population. On a eu un effet, je veux dire, tout le discours sur le Moyen-Orient, sur l'intervention militaire pour libérer les femmes, tout ça, tout le discours autour du noir et de l'arabe violeur, et ça c'est surtout aux États-Unis. Je veux dire, aux États-Unis, il y a eu des lynchages sur les populations noires américaines à partir du mythe du noir violeur. D'ailleurs, là, il faut lire Angela Davis, qui a beaucoup travaillé sur ça, qui a vraiment, c'est le livre Race, voilà, c'est ça, l'un de ses premiers livres qui est extraordinaire et où elle étudie beaucoup ce sujet et elle dit que et c'est là où tu vois un peu la difficulté d'une femme noire aux États-Unis de dire ok il y a la lutte féministe mais la lutte féministe a parfois été utilisée pour lyncher des hommes noirs. Donc je pense que vraiment la différence qu'il y a c'est de se dire bah écoutez on peut rentrer en rupture avec ça mais cette rupture qu'on a faite elle n'aurait pas été possible sans qu'avant on pose les bases d'une organisation et aussi d'une manière de réfléchir et de penser la condition. Alors avant, on ne disait pas vraiment... quoique on disait arabe quand même, mais voilà, la condition des Noirs et des Arabes dans les quartiers. Je pense qu'il a fallu un peu ça sur la police, sur la justice, sur la précarité, aussi, tu sais, des trucs tout simples. C'est-à-dire que ben, on habite dans les quartiers, pour aller sur Paris, ça met des heures. Tu vois, moi, je travaille dans un collège dans le 93 qui est vraiment proche de Paris. Tu te dis, et tu as des jeunes, ils ont 15 16 ans, aller à Paris, c'est un périple, tu vois. Tu vois vraiment qu'il y a une discrimination aussi spatiale. Donc il a fallu ces bases-là pour après parler vraiment aller vraiment dans la théorie raciale. Tu vois, ça a été les prémices. Tu parles pas mal de théories et enfin, en tout cas de cet aspect-là. J'ai une question sur la place que prend les violences policières dans la grille de lecture que vous développez. Et pour la poser, je voudrais rapporter ce qui m'avait été dit une fois par Franco Lolia, qui est du coup le porte-parole de la brigade anti-négrophobie, et qui me disait que lutter sur les violences policières, c'était bien. On pouvait se sentir utile, comme quand on se balade avec
une bouteille de coca et qu'on va le mettre dans la Mhm. poubelle jaune, mais toutes C'est les le rues petit sont geste. bétonnées. De quoi? C'est le petit geste. Le petit geste, Ouais. c'est ça, mais genre il finissait en disant toutes les rues sont bétonnées. Et je D'accord. trouve que c'est une bonne manière de mettre en évidence aussi l'insuffisance, la limite que ça pouvait Ouais. avoir de montrer en fait le bout de la chaîne, alors que la violence policière, c'est bien le bout de la chaîne, quoi. C'est Ouais. bien le truc qui montre que tout le reste fonctionne. Et du coup, ma question c'est sur le statut de cette donnée-là dans l'analyse. Est-ce que les violences policières, est-ce que l'institution policière peut être pris comme la clé d'interprétation des rapports politiques en métropole, au même titre, par exemple, que la question du travail et de son aliénation? Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est la clé. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est peut-être ce qui manifeste le plus le racisme, je pense. Et peut-être de manière spectaculaire. Pourquoi les gens sont... c'est souvent une porte d'entrée, en fait, les violences policières, sur la question de l'antiracisme politique, parce que c'est là où le racisme se manifeste de manière la plus spectaculaire, c'est-à-dire par les contrôles d'identité, par la violence, par les insultes, et des insultes qui sont très souvent racistes, par le contrôle du déplacement des Noirs et des Arabes et des populations roms dans l'espace, tu vois, et en bout de chaîne aussi par la mort. Ça, c'est vraiment, il y a des gens qui sont morts à cause des violences policières. Donc, est-ce que, je ne sais pas si c'est la clé, mais je pense que c'est, voilà, pour les gens, il faut aussi, moi, je comprends ce que dit Franco et je suis totalement d'accord, mais ce que dit Franco, voilà, ce que dit Franco Lolia, je suis totalement d'accord. Mais je pense que aussi, il faut être un peu compréhensif et se dire, bah, c'est peut-être le moyen d'initier les gens à comprendre la question du racisme. Et je pense que l'exemple le plus parlant de ça, c'est ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Pendant les Gilets jaunes ont subi des violences policières. Ils se sont dit, ah, mais en fait, la police, parfois, elle a l'air un peu méchante. Parfois, elle tape gratuitement. Peut-être qu'il faudra écouter les quartiers. Ah, mais dans les quartiers, c'est différent. Ils n'ont pas été frappés parce qu'ils manifestaient. Nous, on a été frappés parce qu'on manifestait. Alors, de manière illégitime, hein. Mais c'est dans un contexte précis qu'on a été violentés. Eux, ils manifestaient pas, ils ont été violentés. Mais on sait que c'est possible que la police violente de manière illégitime. Donc, c'est quoi la question? Ah, bah, c'est le racisme. Et après, ça va s'intéresser aux questions raciales. On va voir que, bah, en fait, ça se manifeste aussi sur d'autres aspects. Et sur la question de la violence policière, c'est vraiment une partie de ça. C'est-à-dire que quand tu poses la question de la violence policière, il faut aussi poser la question de la justice. On avait fait une vidéo sur ça, sur la justice raciale. C'est-à-dire que ça marche ensemble. La police et la justice. Et même Foucault disait que la justice était au service de la police. La justice permettait aux policiers de pouvoir faire le plus efficacement leur travail, tu vois. Donc ça amène aussi à poser la question de la justice. Ça mène à poser la question des prisons. Je veux dire, les racistes aiment bien dire, ouais, la majorité, on veut avoir des stats ethniques pour montrer que la majorité des gens en prison, c'est des Noirs et des Arabes. Et nous, on est totalement d'accord. Effectivement, ouais, c'est des Noirs et des Arabes qui sont en prison. Maintenant, c'est quoi ton explication à ça? Ton explication à ça, c'est parce que c'est des Noirs et des Arabes, bah, t'es un raciste. Maintenant, essayons de voir quels sont les mécanismes qui font que les Noirs et les Arabes tombent davantage en prison. Et c'est là où tu vois que c'est difficile la question antiraciste parce que ça amène à questionner plein de choses. C'est-à-dire qu'un raciste, il aura juste à dire les Arabes et les Noirs sont délinquants. La preuve de ça, c'est eux qui occupent le plus les prisons. Et nous, on est obligé de dire donc, déjà, c'est quoi un délinquant? D'accord? Par rapport à la société, à comment la société régit la délinquance, la déviance et tout. Qu'est-ce que ça signifie la défiance par rapport à la société? Qui définit la défiance? Et c'est des questions, je veux dire, toutes simples. Consommer de la drogue, dans certains pays, c'est pas un délit. Tu vois, donc qu'est-ce que c'est la délinquance? Qu'est-ce que ça signifie? Comment on tombe dans la délinquance? Quelles sont les populations qui tombent dans la délinquance? Pourquoi elles tombent dans les délinquances? Et en fait, quand tu regardes plus précisément, le problème de maintenant, c'est que ça, c'est un truc qui traverse toutes les sociétés. Généralement, c'est les classes les plus pauvres, les classes ouvrières, les classes populaires, qui sont plus largement dans les délinquances. Ce qui ne veut pas dire que toutes les classes populaires tombent dans la délinquance, mais le facteur économique, plus tu vas être pauvre, plus tu as de chances de tomber dans la délinquance. Le problème maintenant, c'est que
les classes populaires sont composées en grande partie par des Noirs et des Arabes. Donc les gens ils s'en foutent du côté classe populaire, ils vont parler des Noirs et des Arabes. Donc tu as comment on tombe dans la délinquance, qu'est-ce que c'est la délinquance, comment on contrôle la délinquance, qui contrôle cette délinquance, la police, qu'est-ce que c'est le travail de la police, tu vois, qu'est-ce que c'est le travail de la justice. Donc tu es obligé de poser 150 questions et c'est là où tu vois où vraiment ça te met, ça t'ouvre des perspectives et tu vois qu'il faut tout interroger. La violence policière aussi, les policiers, voilà, il y a de la violence policière, mais pourquoi il y a de la violence policière? Quelle est la fonction de la police? À quoi elle sert? Tu vois. Donc moi, je pense qu'il faut aussi, je ne dirais pas que c'est la clé, mais c'est la porte d'entrée à la théorie raciale et à voir comment en fait c'est divisé, la société est hiérarchisée racialement. Et tout simplement, la violence policière, tu dis bah, dans certains quartiers, la police est particulièrement violente. Tu vois, moi, il y a une expression où j'arrête pas de l'utiliser, mais on est assez critique quand même, c'est le truc de quartier populaire. La gauche aime bien parler de quartier populaire. Et nous, ce qu'on n'aime pas là-dedans, c'est que, en fait, c'est un peu un blanchissement, tu vois, de la question, c'est-à-dire, ah, populaire, en fait, c'est classe sociale. Mais en fait, quand les gens parlent de quartier populaire, on sait tous de quoi on parle. On veut parler du quartier où habitent les Noirs et les Arabes, tu vois. Et donc, on voit que la police est particulièrement violente dans ces quartiers-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des Noirs et des Arabes. En fait, il y a les populations issues de l'immigration postcoloniale. Et comment ça se fait qu'ils sont parqués dans ces quartiers, tu vois? Et donc là, tu vas voir aussi les mécanismes économiques, la place qu'ils occupent dans le monde du travail, les politiques qui ont fait qu'ils sont parqués dans ces quartiers-là. Tu vas voir aussi que les institutions publiques ne sont plus là. Et en fait, la seule institution étatique à laquelle font face généralement les Noirs et les Arabes, c'est la police. Et donc, c'est un rapport violent. Aussi l'école, qui est aussi un rapport violent, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Et tu vois que vraiment, à partir des violences policières, ça a l'air tout bête, hein, mais tu poses 150 questions. Tu poses aussi la question de l'angélisme, tu vois, c'est-à-dire il y a des Noirs et des Arabes qui meurent à cause de la police, tu vois, et on va se dire, ouais, mais est-ce qu'ils ne l'ont pas cherché? Et donc tu te poses, mais attendez, comment marche la justice? Est-ce que moi, il y a un exemple tout simple, c'est Amal Bentounsi. Son frère a été tué d'une balle dans le dos parce qu'il était, il me semble qu'il était en fuite, il fuyait sa permission. Et donc un policier le poursuivait, il lui a tiré des balles dans le dos. Ouais, ouais, il était. Et t'as des gens qui disent, ouais, mais pourquoi il a fui? C'est comme Naël, pourquoi il a fui? Mais je veux dire, mais alors là, ça pose des questions énormes. C'est-à-dire que quand c'est des Noirs et des Arabes, il y a plus, normalement, il y a la loi. C'est-à-dire que la police n'est pas, n'a pas à tuer même quelqu'un qui fuit, tu vois. Donc ça amène à poser 150 questions. Et on voit que quand on parle de Noirs et d'Arabes, les gens ont d'autres rapports à la justice, d'autres rapports à la loi et d'autres échelles de règles. Tu vois, ils appliquent d'autres règles qu'il y aurait si c'était qui auraient été appliquées si c'est des blancs. Moi, il y a un truc tout bête, je pense que cette vidéo avait beaucoup tourné avec le couple de conspi là qui parlait de contracter. Tu vois, je ne contracte pas, je ne contracte pas. Mais cette vidéo qui dure 10 minutes, ils sont contrôlés par les policiers. Ils refusent de sortir de la voiture. Tous les Noirs et les Arabes, on regarde cette vidéo, on se dit des Blancs. Pour que ça puisse durer 10 minutes avant que le flic pète un câble et brise la fenêtre, il faut que ce soit des Blancs. Je veux dire, des Noirs et des Arabes. Ah non, non, je sors pas direct. Ça appelle les flics, ça contrôle, on casse la vitre, tu sors, contrôle de. Non, non, là, c'est vraiment parce que c'est un couple de Blancs que ça peut durer 10-15 minutes, qu'ils peuvent refuser devant des flics de sortir. Donc tu vois, ça amène à poser plein de trucs, la question de la police. J'ai envie de tirer la couette un peu de mon côté. Ouais. Parce que tu as parlé de la déviance, de comment on construit le sujet déviant Mmh. et des dispositifs qui sont faits pour mettre ce sujet-là à l'écart de la société, dans évidemment le dispositif de la prison, mais Foucault avait commencé ses interrogations sur les questions de l'asile et enfin, voilà, qui sont aussi des dispositifs d'enfermement, etc. Moi, je Ouais. trouve que du coup, ça montre que en partant de la question de la violence policière, en fait, si jamais tu tires très loin, tu arrives à la question de la psychophobie, tu arrives à ce genre de choses. Je veux dire, il y a un exemple très tragique de ça, c'est Amadou Koumet Mmh. qui a été tué dans un bar à côté de Gare du Nord alors qu'il faisait une crise psychotique et qu'il a fait une crise psychotique quand les policiers sont arrivés. Et on sait très bien que si jamais ça avait été une personne blanche,
ça aurait été géré différemment. Et du coup, on Mais voit. et d'ailleurs, les Noirs et les Arabes, on nie aussi les problèmes psychologiques et tout qu'il peut y avoir. Je veux dire, les maladies mentales et tout. Et c'est aussi un tabou chez nous. Ça, c'est aussi un truc interne et externe. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport à ça. On a l'impression que non, il n'y a pas de problème. On fait comme s'il ne pouvait pas exister de problèmes un peu qui ont ces problèmes-là et on va les traiter comme s'ils étaient, ils avaient pleinement leurs moyens. Mais gros sujet, ça, les maladies mentales dans les quartiers, parce que je veux dire la précarité, l'effet psychologique du racisme. Je pense que les gens, ben voilà, oui, il y a Fanon, mais je crois que c'était W.E.B. Du Bois. Alors désolé pour mon accent catastrophique, mais il disait, en gros, les blancs, c'est une sensation étrange. Un penseur noir américain du Voilà, début du XXe voilà, siècle. et qui avait fait une phrase qui m'avait marqué, que c'était en gros, mais c'est quand même assez étrange. Quelle expérience étrange d'être constitué comme un problème. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte, je veux dire, d'être musulman en France, aujourd'hui en 2024, mentalement, comment ça peut peser. Je veux dire, tous les discours médiatiques, politiques, les regards des gens dans la rue, et ce truc-là d'être constitué comme un problème. T'es le problème. T'as beau être gentil, poli, non, tu es le problème parce que tu es. On s'en fout. Et ce qui est très intéressant dans les musulmans, c'est que les gens euh, sont déjà en train de stipuler de ce que seraient tes valeurs à partir d'une vision stéréotypée de l'islam. Comme tu es musulman, tu dois penser ci des femmes, tu dois penser ça des homosexuels, tu dois te conduire comme ça, je suis sûr que tu penses ça. Et c'est vraiment étrange. Et je veux dire, j'en avais parlé en stream hier, et il y a un moment donné, c'est là où tu intériorises le racisme quand tu es musulman, mais même noir, arabe, rome, c'est que d'un coup, je suis rentré dans le métro, et il y avait une dame qui me regardait assez méchamment, et je sentais que... Et je me suis dit, montre-lui que t'es gentil. Ah, souris-lui et tout. Et je me dis, putain, mais en fait, tu veux dire, il y a un moment donné, tu te dis, je dois montrer à ces gens-là que je ne suis pas un danger. Et je pense que beaucoup de Blancs ne connaissent pas cette expérience, que pourtant, tu fais rien, tu rentres dans le métro, et tu dois montrer aux autres que tu n'es pas un danger. Et je pense que mentalement, en plus de la précarité, en plus des violences policières, en plus de plein de sujets, ça pèse mentalement. Il y a des gens, et des drogues aussi, tu vois, tout ce rapport à ça. Je veux dire, parce que plus tu es en misère, plus tu vas avoir une consommation pas très contrôlée des drogues, et plus bah, ça va te bouffer mentalement, tu vois. Et je trouve que c'est un sujet qui est assez peu exploré chez nous. Et c'est marrant, moi, euh, pendant quand il y a eu la campagne en 2022 avec Zemmour qui arrivait, Le Pen, enfin, je veux dire, Le Pen fille, elle a un rapport particulier aux luttes LGBT, etc. Mmh, En gros, donc vous restez au placard, vous pouvez venir au parti et faire vos dingueries et dire vos dingueries mmh, sur autre chose et jouer à fond l'homonationalisme. Et c'est vrai que quand Zemmour est arrivé, du coup, avec vraiment une ligne beaucoup plus famille traditionnelle, mmh. etc., moi, j'ai pu me dire, en étant trans, que je vivais depuis 3 mois ce que les musulmans vivaient depuis Ouais, ouais. au moins 20 ans. Quoi. Ah, mais la question trans, c'est chaud là en ce moment. Je pense que c'est leur moyen d'être homophobe sans le dire. Ouais. Je pense que les trans, c'est très utile pour les FAF et même pour plein de gens parce que c'est le moyen d'être homophobe sans vraiment l'avouer. Dire, non, mais les homosexuels, non, mais ça va et tout. Et encore, même sur la question homosexuelle, moi, il y a le livre d'Alana sur la normalisation gay que j'ai trouvé extraordinaire. Sur en fait, quels sont les gays et lesbiennes qu'on accepte, bah, c'est ceux qui rentrent dans le modèle de la famille traditionnelle. On travaille, on a un petit emploi, on peut même avoir un enfant, mais voilà, on est très productif et tout. Mais bon, les autres, ceux qui portaient un discours vraiment subversif sur la sexualité, sur les relations et tout, bah, eux, ils sont toujours pas acceptés, quoi. Mais vraiment, les trans, pour moi, c'est vraiment le moyen, en fait, d'être homophobe sans l'avouer. Et je pense en plus il y a un lien aussi dans l'histoire de l'homophobie et dans ce que concrètement actuellement on nous dit quand on est trans, etc. Et il y a un rapport avec la question de la race, puisque la question de la race, elle a été construite scientifiquement, et c'est Mmh, bien au nom de détermination biologique qu'on nous nie le fait le droit de nous créer notre propre destin. Et moi, je trouve ça moi, je me trouve une affinité assez spontanément avec ouais, les gens qui généralement ont la foi, puisque je peux répondre, bah oui, mais Dieu m'a fait plus grand que la science. ouais, Du coup, j'ai besoin ouais, tu vois, genre de ça. C'est des complicités que je trouve, euh, les gens se rendent pas compte qu'elles existent, mais moi, dans ma vie, elles existent
Et je pense que c'est important de l'expliciter, quoi. Hmm. Bon, on a parlé de la rupture du coup que constituait la création du MIR par rapport au MIB, etc. Euh, alors, je vais te poser la question, tu vois. Mais dans l'histoire un peu longue que on est en train de revoir, etc., il y a un moment que subjectivement j'ai vécu comme un moment de rupture. Et ce moment, c'était en juin 2020, quand dans le contexte des restrictions sanitaires, il y a 2 bonnes dizaines de milliers de personnes qui se sont réunies devant le TGI de Paris le 2 juin, et puis d'autres dizaines de milliers de personnes, pour ne pas dire plus, qui se sont réunies donc, sur la place de la République le 13 juin 2020, où il y avait une intervention remarquée des nazis. J'en profite pour saluer au passage les riverains qui ont fait ce qu'ils avaient à faire ce jour-là. Ces manifestations, elles ont marqué beaucoup de personnes. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça a été les premières mobilisations où elles sont venues sur la question des violences policières. Et effectivement, dans les mots d'ordre, ça ne parlait que de racisme d'État. Donc ça a vraiment été important pour ça, à mon sens. Mais du coup, 2 questions. Déjà, est-ce que tu es d'accord sur ce constat que dans l'histoire longue, on peut le prendre comme un moment de rupture, ce moment de juin 2020? Et est-ce que tu peux nous décrire, de ton point de vue, l'effet de ces manifestations un peu sur la gauche? Bah, je dirais pas rupture, mais je dirais apogée. Je dirais là où le moment où ça s'est imposé la question des violences policières. Et je pense qu'il y a aussi l'effet des gilets jaunes qui a concrétisé ça. Mais pour moi, c'est surtout la concrétisation de dizaines et dizaines et dizaines d'années de militantisme pardon, sur les violences policières. Et ces manifestations qui ont été monstres et surtout qui ont ramené beaucoup, beaucoup de jeunes. Moi, j'ai vu des jeunes, c'était vraiment, comme tu as dit, leur première manif. Donc, je pense que ça a été le moment où c'est devenu légitime de parler de violences policières, mais aussi, et c'est ça qui est très important, de parler du racisme et des catégories raciales et de la racialisation de la société dans ces violences policières. Et de parler du problème de la police et du fonctionnement racial des institutions. Je pense que ça a été un... Alors, et tu le vois avec la gauche, c'est qu'une partie de la gauche, je dirais, ouais, la partie, l'aile gauche, par exemple, du nouveau Front Populaire. Moi, par exemple, la France Insoumise, c'est l'aile gauche du nouveau Front Populaire. Donc, l'aile gauche du nouveau Front Populaire et l'extrême gauche ont enfin adhéré, ont enfin accepté l'idée que oui, il y a un racisme de la police. C'est pas seulement quelques brebis galeuses, comme aiment bien le dire les gens. Non, c'est un fonctionnement. La police, d'ailleurs, il faut aller lire les travaux sur la police, en fait, parce que, en fait, nous, ce qu'on n'arrête pas de dire, par exemple, sur le truc que tout le monde déteste la police, les policiers sont tous des bâtards, c'est que moi, je peux admettre totalement qu'il y a des flics qui sont gentils. Il n'y a pas de souci. Moi, il y a des gens, moi, pendant 3 ans, j'ai fait du foot en amateur avec des gendarmes, tu vois. Et donc, vraiment, j'ai joué au foot avec eux et je voyais que en dehors de leur fonction de la police, il y avait des gens super sympas. Il y avait vraiment, mais c'est pas le problème, ça. Mais c'est la fonction, le fonction de la police. Et même quelqu'un de super sympa, je crois qu'il y a une dizaine d'enquêtes. Il y avait même un journaliste il y a pas très longtemps qui avait fait le test, qui était allé dans la police et qui a montré qu'en fait, au bout d'un moment, même avec les meilleures intentions du monde, le fonctionnement est tel que soit tu deviens raciste, soit tu deviens raciste, soit tu pètes un câble et tu quittes la police parce que tu vas avoir des pressions énormes. Donc, je veux dire, nous, c'est pas les individus qu'on juge, c'est vraiment le fonctionnement, vraiment le truc institutionnel. On n'arrête pas de le dire. Je veux dire, la meilleure personne, le racisme est tellement présent, que ce soit parmi les chefs, parmi les collègues, parmi le recrutement, parmi les politiques qui sont institués, parmi ce qu'on leur demande, que tu deviendras raciste. Donc, je pense que vraiment, pour moi, les manifs ont eu un impact énorme. Il y avait déjà aussi avant ça, à République, il y avait eu un énorme rassemblement, je crois quelques mois avant ça, le TJ, ou peut-être après. Je ne sais plus, mais je crois qu'il y a eu 2 rassemblements. Je crois qu'après George Floyd, il y a eu en France, donc il y a eu la TGI, il y a eu aussi à République, c'était une foule énorme, je ne sais plus exactement. Mais bref, pour moi, ça a vraiment été le moment majeur des violences policières. Mais je pense que ça a été, donc pour moi, c'est des années et des années de travail sur les violences policières, le MIB, ensuite le PIR, la BAN, tout ça. Urgence, notre police assassine de Amal Bentounsi, qui a aussi fait un travail énorme sur ce sujet. Mais donc, il y a eu tout ce travail. Il y a aussi, je pense, et c'est là où on relie avec la question raciale en général, une avancée sur les autres racismes aussi. Parce que 2019, ça a été aussi la manifestation contre l'islamophobie.
dans lequel des gens comme Jean-Luc Mélenchon ont participé, de la France Insoumise ont participé. Et je pense que, en fait, ça fait partie du processus dans lequel la gauche comprend et analyse de manière plus affinée et plus affirmée les questions raciales et même l'affronte directement. Donc ouais, je pense que ça, pour moi, c'est pas une rupture, mais ça a été vraiment l'apogée. C'est devenu un sujet légitime. C'est ce qui a donné, par exemple, que pendant les manifs là pour Naël, pendant les émeutes, un truc qui est extraordinaire, les gens ne se rendent pas compte, mais Mélenchon qui dit « je n'appelle pas au calme, j'appelle à la justice », c'est énorme. Je veux dire, les gens ne se rappellent pas de 2005, à gauche, il n'y avait rien. À gauche, c'était juste « ah, faut qu'on se calme, ah non, attention, ça va provoquer des colères des gens et tout, ah, puis bon… » Non, là, de dire « j'appelle à la justice », c'est énorme. Et on voit que, et ça fait émerger plein de figures au sein de la France Insoumise, qui sont basées sur les violences policières. Et même à l'extrême gauche, maintenant, j'ai l'impression que ça fait partie des truismes, quoi, de dire qu'il y a une violence policière qui est en plus raciste. Voilà, ça s'est affirmé. Carrément, carrément. Tu m'as offert la transition parce que je voulais poser une question par rapport à ce qui s'est passé après la mort de Naël et plus largement sur le rapport qu'il peut y avoir à la violence Ouais. dans la tradition de l'antiracisme politique. Des émeutes, il y en a eu en 2005, il y a eu 1998 aussi à Damary-les-Villes où les locaux associatifs avaient notamment fait l'objet d'une attaque qui reste à ce jour assez mystérieuse. Ils sont partis en fumée. Il y avait même le raid qui était venu décrocher des banderoles sur les immeubles, etc. Donc il y avait déjà ces choses-là qui existaient. C'est un truc récurrent qu'il y ait des émeutes, même les Tarterets il y a quelques années. Enfin, je veux dire, à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, qui, d'un point de vue extérieur, on peut être tenté de le voir un petit peu comme une réponse absurde à quelque chose d'encore plus absurde. Mais en fait, quand on va voir notamment ce qui s'est passé après la mort de Naël, en fait, ce qu'on trouve, c'est une critique radicale du capitalisme par le pillage, une critique et une résistance au contrôle de l'État sur l'espace public avec la destruction des dispositifs de vidéosurveillance, un rejet de la discipline de travail avec l'attaque des locaux type France Travail, type la CAF, type ce genre de trucs, et puis aussi d'autres institutions qui organisent la reproduction des rapports de classe et de race. Ouais, comme l'école. Comme l'école, exactement. Et par rapport à ça, il y a un truc qui me taraude un petit peu, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de loi, mais je ne sais pas si tu seras d'accord sur le constat, mais qu'il y a un peu une loi sur les mobilisations antiracistes de quand ça se massifie, ça se pacifie. C'est-à-dire qu'avec Naël, l'échelon auquel ça s'organisait, c'était la bande. Et quand ça s'organisait à cet échelon-là, effectivement, je veux dire, c'était très loin d'être pacifique. Alors que quand on manifeste dans Paris avec plus de monde, etc., même si les réactions sont partagées, mais de manière générale, par exemple, sur les mouvements de la Palestine, concrètement, le premier McDo qui s'est fait péter par rapport à ça, c'était là il y a quelques semaines. Mais sinon, ce qui était organisé, c'était plutôt des actions de coller des sticks, ce genre de choses. Et du coup, par rapport à ce truc de quand ça se massifie, ça se pacifie, il y a ce truc en mode est-ce que tu valides le constat déjà de ton expérience, et puis est-ce que tu penses que ça constituerait un progrès pour le mouvement antiraciste si ce truc-là se changeait? En d'autres termes, est-ce que la place que ça peut prendre la violence dans les mobilisations antiracistes est sa juste place? Alors, il y a 150 trucs à dire. Alors déjà, moi, je commencerai par, comme disait Malcolm X, par tous les moyens nécessaires. Et c'est vraiment l'oppresseur qui fixe le niveau de violence. Alors, est-ce que quand ça se massifie, ça se pacifie? Je sais pas, je dirais plutôt que quand c'est organisé, ça a tendance à être moins violent, tu vois. Par exemple, quand on parle des manifs, c'est des manifs qui sont organisés, là, c'était Urgence Palestine. Voilà, nous, c'est quand on est dans des organisations et qu'on prévoit des marches,
Bah oui, ça va moins être violent que des émeutes. Et je pense que ce qui est différent, bah, c'est le côté organisationnel. L'émeute, alors il y a des gens qui sont critiques sur le mot de l'émeute. Moi, je suis pas critique. L'émeute, en gros, c'est quoi? C'est un soulèvement non organisé. Pour moi, c'est pas péjoratif. C'est un soulèvement de colère instantané et non organisé. Pour moi, c'est pas. Mais je pense que c'est vraiment euh, la manière dont ça émerge, donc l'explosion de colère, qui fait que bah, ça va être plus violent que quelque chose qui est prévu, qui est organisé. Surtout que dans les organisations antiracistes, et là je mets aussi tous les trucs anti-impérialistes et tout, on a incorporé l'idée que la violence va encore moins être acceptée de notre part. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment, on sait très bien que si on est nous violents, ça ne veut pas dire que les autres organisations de gauche ça va être mieux vu, mais nous ça va être encore plus récupéré politiquement et de dire ah ben regardez ces barbares, regardez ces sauvages. Et aussi, et ce qu'il faut noter, c'est que bah, les populations noires et arabes, elles sont aussi très hétérogènes. Et comme tu as dit, les émeutes, c'est beaucoup des jeunes. C'est voilà, je crois que c'est entre 14 et 20 ans. Hein, c'est vraiment très, très jeune. Alors que dans les marches, la population, elle est beaucoup plus mixte. Il y a beaucoup plus de personnes plus âgées qui, eux, ont un autre rapport à la violence. Et d'eux-mêmes, craignent un petit peu ça. Eux, ils veulent des marches un petit peu tranquilles et tout. Sur le rapport à la violence, nous, il y a quelque chose en fait, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on est des bandeurs de la violence, alors que pas du tout, en fait. Nous, mais je pense que n'importe qui, si tout pouvait se régler pacifiquement, c'est-à-dire, ça serait l'idéal. Si on pouvait renverser le capitalisme, le racisme en disant, est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Oui? Ah bah c'est bon, parfait. Tu vois, mais en fait, les gens deviennent violents parce que parfois, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative, c'est les seuls moyens de se faire entendre. D'ailleurs, on oppose beaucoup Martin Luther King à Malcolm X, notamment sur ce rapport à la violence, mais Martin Luther King a aussi fait des propos en disant, oui, mais les Noirs, là, aux États-Unis, deviennent violents parce qu'il n'y a pas de solution, il y a une colère qui est profonde et qui peut s'exprimer que comme ça. Et d'ailleurs, sur la violence, en fait, on centre beaucoup sur la violence qui explose, vraiment la violence physique, ils vont casser des vitres et tout. Et on parle moins de la violence quotidienne que subissent les populations des quartiers, les Noirs et les Arabes et tout, qui sont extrêmement. Alors, ça peut être parfois de la violence diffuse, de la violence de tous les jours. Ça va être des insultes racistes, mais des insultes racistes tous les jours, c'est extrêmement violent. Des contrôles policiers, juste des regards qui peuvent te montrer que tu n'es pas le bienvenu. Je pense que demander, moi c'est aux Blancs qui sont un peu sceptiques sur la question du racisme, demander aux Noirs et aux Arabes qu'est-ce que c'est leur expérience quand ils vont dans des milieux blancs, quand ils vont juste au centre-ville. La manière dont leur présence est mal vue, les regards qu'ils ont, les remarques qu'ils se font, les contrôles policiers. Donc il y a vraiment une violence qui est diffuse, qui est constante. Après, il y a des violences encore plus. Et on pourrait aussi parler de la violence à l'école, de la violence devant les institutions. Comme tu as dit, la CAF, c'est particulièrement violent. Le traitement et tout. Allez voir une CAF dans le 93, comment on vous parle, comment on vous traite. Veut dire, il y a de la violence constante. Veut dire, on est vraiment vu comme des citoyens de seconde zone. Après, il y a une violence beaucoup plus physique, beaucoup plus, veut dire, les contrôles policiers, qui vont parfois dans une violence extrême. Un exemple tout simple, Angelo Garant, qui était un Jean du voyage, qui est mort il y a une dizaine d'années. Il y a Fassin qui a écrit un livre sur ça, je ne sais plus exactement le titre, mais donc on a envoyé le GIGN. Je veux dire, quand on parle de Noirs et d'Arabes et de population rome, les moyens engagés contre ces populations sont extrêmement violents. Donc, je pense qu'il faut aussi comprendre ça pour comprendre pourquoi la colère explose. Je veux dire, l'émeute de Naël, c'est pas seulement Naël. Naël, ça a été l'effet déclencheur. Mais c'est une colère qui a été retenue, qui a été présente depuis des années, qui s'accumule, qui s'accumule. D'ailleurs, Fanon, sur la colonie, explique beaucoup ça. Explique que, en fait, c'est des années et des années et des années d'oppression, d'humiliation, de répression qui sont contenus, il a beaucoup d'écrits sur comment ça joue aussi physiquement sur les nerfs, sur la psyché, sur le mental, sur l'imaginaire, et que d'un coup, il y a un mouvement, une explosion de la violence qui est dramatique, mais qui est en même temps libérateur. C'est-à-dire, ouais, tu voulais. Non, ça me fait penser à une phrase dans Les Damnés de la Terre où il dit que dans certaines configurations, le fait qu'il y ait des entraves accentue la tendance au mouvement. Bah oui. Et je ne sais pas si c'était à ça que tu pensais. Mais oui, mais et aussi, je veux dire, c'est libérateur de se dire, il y a un moment, c'est stop, j'arrête de baisser la tête,
j'affronte le problème, et même de dire, mais en fait, tu n'es pas intouchable non plus. Je veux dire, tout ça n'est pas intouchable, les institutions ne sont pas intouchables. Parce que les choses qui m'ont humilié pendant des années et des années ne sont pas intouchables, je peux les briser, je peux les casser. Alors, bien sûr, c'est pas beau. Moi, je ne suis pas en train de dire, ah, c'est magnifique, je ne suis pas en train de m'extasier devant cette violence. Bien sûr, c'est triste. Je veux dire, il y a des boutiques qui ont été cassées, de petits gens qui n'ont rien demandé, mais je veux dire, d'où ça vient? Je veux dire, on parle de la violence des Noirs et des Arabes, on parle de la violence de ces émeutes. D'où elle vient? Est-ce que les gens sont nés violents? Et on pourrait faire le parallèle avec la Palestine. Les Palestiniens sont devenus violents, les Palestiniens prennent la lutte armée et tout. Mais d'où ça vient? Je veux dire, est-ce qu'on part du principe que les gens naissent violents? Moi, je ne pense pas que les gens naissent violents. D'accord? Je ne suis pas dans une lecture raciale, ça serait dans leur gène. Quel gène? Qu'est-ce que c'est ce truc? Non, les gens deviennent violents. Qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent violents? Donc moi, c'est ça, c'est une question qu'on se pose jamais. Et donc, de voir aussi comment ça peut être libérateur, comment ça peut être un moyen d'exprimer aussi des opinions politiques, d'exprimer, mais pas seulement parce que quand les gens disent exprimer des opinions politiques, ils attendent que le noir ou l'arabe ou que la personne qui fait des émeutes, parce que les émeutes, c'est pas seulement les noirs et les arabes. Je veux dire, ça fait une dizaine d'années qu'il y a des émeutes partout dans le monde. Et d'ailleurs, il y a Alain Berthaud qui a écrit un excellent livre sur ça, sur l'émeute. En Amérique du Sud, il y a eu des émeutes, je veux dire, dans des situations injustes. Il y a des émeutes, il y a des explosions de colère. Mais on voit pas aussi, et on voit pas aussi comment. Mais il y a du proto-politique, c'est-à-dire qu'il y a un rejet aussi de l'ordre tel qu'il est fait. Il y a un rejet du contrôle policier, il y a un rejet des inégalités. On va dire les pillages. On va parler des pillages. Même sans aller, je veux dire, pour certains, ça va être un peu excessif de parler de critique du capitalisme. Parce que pour moi, bon, il y a certains, ils font des émeutes, ils ne sont pas forcément anticapitalistes, mais je veux dire, qu'est-ce que ça signifie? C'est aussi une, comment dire, ça doit nous faire penser des choses, nous faire des analyses sur la société et sur la manière dont les individus, l'imaginaire qu'on rentre dans les individus. On est dans une société de consommation. On est dans une société où on n'arrête pas de dire, pour exister, il faut que tu consommes. Pour être heureux, il faut que tu consommes. Pour être heureux, il faut que tu aies ce produit Apple, il faut que tu aies ce portable, il faut que tu aies ces chaussures. Et je veux dire, les classes populaires, elles entendent ça. Elles ne sont pas imperméables. Et il y a un ressentiment, il y a une frustration. C'est-à-dire que… Et la pauvreté, elle est toujours relative. Être pauvre en France, ce n'est pas comme être pauvre au Bangladesh. Il faut toujours voir la pauvreté comme relative. Être pauvre en France, c'est de dire tu es au SMIC. Parfois, il y en a, ils travaillent, ils ont parfois des boulots extrêmement durs. Les classes populaires sont celles qui sont les moins bien payées et qui, en plus, paradoxalement, ont les emplois les plus éprouvants physiquement et mentalement. Et donc, il y a une sorte de frustration, c'est-à-dire, je suis inondé de discours qui me disent que pour exister, pour être heureux, il faut que je consomme. Je travaille, je fais le maximum et même parfois, on me refuse du travail. J'arrête pas de galérer pour trouver du travail et j'ai pas le droit à ce bonheur. Il y a un moment, non. Pourquoi il n'y a que vous qui aurez le droit à ce bonheur? Pour moi, dans les émeutes, il y a ça aussi. Pour vous, c'est ça le bonheur? Et vous êtes en train de jouir de ce bonheur? Là, dans ces boutiques, en plus, voilà, il y a les vitres, hein, on nous montre les produits et tout. Ah ben, c'est terminé. Voilà. Là, il y a un renversement du monde. C'est moi qui fais la règle. C'est moi, maintenant, je vais jouir de ces problèmes, de ces produits. C'est moi, je vais le récupérer. Il n'y a pas que vous. Au fond, il y a un peu un discours aussi égalitaire. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a que les riches qui devraient kiffer? Moi aussi, j'ai le droit de kiffer. Pourquoi moi? Parce que je suis né dans le mauvais quartier. Je suis né avec les mauvais parents qui galèrent. Je suis né avec la mauvaise couleur de peau. Je suis né dans le mauvais contexte. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit et vous, vous auriez le droit? Je pense qu'il y a aussi ça à voir là-dedans. Et voilà, je veux dire, et voilà, le truc de la violence, c'est une question qui est extrêmement compliquée, surtout qu'il y a tout un contexte maintenant où c'est devenu totalement illégitime la violence. Moi, il y a une phrase qui me rend fou, qui me rend dingue, parce qu'elle est complètement conne. Alors les républicains, tu sais, tout le camp bourgeois et réactionnaire, ils adorent cette phrase, c'est dire rien ne peut jamais légitimer la violence. Mais il veut dire, la République, elle est née comment? Qu'est-ce qui… Ouais, non, mais oui, mais juste la République. Comment est née la République? Comment on a renversé la monarchie? Je veux dire, et même les résistants et tout. Mais je veux dire, non, c'est faux. Il y a jamais une phrase aussi fausse que rien ne peut légitimer la violence. Bien sûr que parfois la violence est légitime. Maintenant, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'elle est légitime. Et ça, il n'y a pas de réponse absolue. Pour les fascistes, certaines fois, ce sera légitime, mais pas pour nous. Pour nous, il y a certaines violences qui vont être légitimes, mais pas d'autres. Toi, donc vraiment, c'est une question de dans quel camp tu le places, quelle vision tu as de la violence, quel est ton combat, quels sont tes objectifs, quelles sont tes fins. Mais le truc de la violence n'est jamais légitime, c'est faux. La violence peut être légitime. Par contre, là où j'aurais une critique sur l'extrême gauche, c'est
il faut pas non plus être bandeur de la violence et il faut se rendre compte du coût de la violence. Je veux dire, moi, je veux dire, nous, tout en soutenant les mouvements qui parfois vont dans la violence, on ne se rend pas compte de ce que ça implique, de comment c'est effrayant. Je veux dire, moi, j'ai une admiration sans borne pour les résistants, même ceux de droite, hein, même ceux de droite, parce que je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire ça. C'est-à-dire que tu as des situations, même en Amérique du Sud et tout. Prenons l'exemple des féministes en Amérique du Sud. Je veux dire, c'est pas comme ici, c'est qu'en Amérique du Sud, c'est la mort. Hein. Je veux dire, tu es militant. Je pense que tu as un autre rapport à la violence. Alors, tu es obligé d'être violent parce que mais tu es un peu plus mesuré. Tu dis, mais attendez, moi, j'aimerais bien ne pas l'être. Tu vois. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus être. Il faut se dire, bah, après, voilà, est-ce que c'est nécessaire selon le contexte, selon la période? Surtout que moi, ce qui m'effraie, c'est que si on va dans le truc de la violence, de l'autre côté, ils sont beaucoup plus armés. Ouais. Voilà, ils sont beaucoup plus entraînés, ils sont beaucoup plus armés. Eux, je pense qu'ils vont avoir la police avec eux, ils vont avoir l'armée avec eux. Donc, il faut aussi faire très attention sur le chemin dans lequel on va sur ces questions. Tu as fini en parlant du coût de la violence. Ouais. Évidemment, on a à l'esprit les personnes qui actuellement sont enfermées pour avoir simplement été là dans ces moments-là. Je trouvais ça beau aussi ce que tu disais sur en fait l'émeute ou en tout cas le pillage comme finalement une revendication qu'on connaît bien dans l'histoire du mouvement ouvrier, pourquoi pas, en mode le droit au bonheur en fait. Mais Il y a un truc comme ça. Et même avant, je veux dire, tout le truc du carnaval et tout, de la bordélisation, je veux dire, tout le truc du bordel, je veux dire, mais ça, c'est un truc populaire. C'est un truc de renversement. Aux origines, le carnaval, c'était ah, mais en fait, tout est renversé, c'est nous les puissants, on fout le bordel parce que les élites détestent ça. Je pense qu'il y a un truc, on a rompu avec ça, on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est des Noirs et des Arabes. Alors que les Gilets jaunes qui foutaient le bordel, bah, on comprenait. Les Noirs et les Arabes, on ne comprend plus. On perd. Ah non, mais non, c'est dans leur culture. Ouais, ouais, ouais. Et par rapport au coût de la violence, tu parles des Gilets jaunes et c'est même, je le rapporte comme une critique valide qu'on a pu faire même à la mouvance autonome, qui est, enfin moi je connais des gens qui ont participé si on veut, l'importation de l'émeute Ouais. au cœur des centres-villes à l'occasion des grandes mobilisations syndicales et qui aujourd'hui sont traumas et ne peuvent plus mettre les pieds en manifestation et il y a enfin, je veux dire, c'est une question qui aussi a beaucoup été dans la tête des gens après Saint-Soline. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? Parce que à Saint-Soline, il y avait un message assez clair qui était, écoutez, ayez le courage de vos convictions, mais par contre, vous pouvez mourir pour elles, quoi. Ouais. Il y avait un truc comme ça, et l'État, moi, enfin, je veux dire, je me souviens aussi des images de la BRI, des blindés de la BRI dans l'île qui tirent en roulant, ce genre de choses. Je vais dans ton sens par rapport au fait qu'il faut être très prudent sur ce que ça implique, cette violence-là. Ah, mais c'est traumatisant, hein. C'est traumatisant, ça peut effrayer des gens, et parfois pour pas grand-chose, quoi. Parfois, il y a des trucs, je suis en mode, mais c'était pas forcément utile. Moi, c'est pas la violence pour la violence. Pour moi, j'ai toujours été. Il faut être pragmatique, il faut être stratégique. Parfois, c'est un petit travail de longue haleine, de terrain et tout. Et d'autres fois, bah oui, ça peut être utile d'opposer une résistance. Mais en fait, il faut pas soit l'un, soit l'autre. Il faut vraiment être selon la situation dans laquelle on est. Je te propose qu'on enchaîne sur un peu, entre guillemets, la fin de l'entretien. Il reste 3 questions dans mon truc. Ah, c'est passé vite. Ouais, un peu. C'est fou. Le sujet que je voulais aborder à ce moment-là, c'était le rapport entre la gauche parlementaire et la tradition de l'antiracisme politique. Mais surtout, en fait, la façon dont toi, tu te positionnes par rapport à cette tradition-là. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si c'est vraiment utile de redire ce qu'on a dit au début de l'entretien sur SOS Racisme. Ouais. On voit. Mais individuellement et collectivement, PDH, on a l'impression qu'il y a un peu, moi qui me rattache à la gauche extra-parlementaire, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de voir un peu ce que vous avez à dire là-dessus. Parce qu'on a l'impression un peu qu'il y a une ambiguïté. Parce qu'à la fois, vous cultivez quand même un rapport d'extériorité avec les forces de gauche parlementaires, je pense à la France Insoumise en vrai, et en même temps, notamment depuis Sa Voix Prod, on a l'impression quand même que les limites
deviennent un peu plus poreuses et même Ouais. organiquement, quoi. Enfin, je veux dire, le fait que le matos se partage, ce genre de choses, c'est des choses très concrètes. Et du coup, ça m'a donné envie de te poser la question, au-delà des positions et de la ligne qui a été défendue par la France Insoumise depuis le 7 octobre euh, et depuis avant, qu'est-ce que tu dirais des positionnements de la France Insoumise sur les enjeux impérialistes, au-delà du coup de cette seule question? Est-ce que tu as encore des critiques à formuler? Je le propose de manière provocante. Alors, avant sur la porosité, les liens avec la gauche parlementaire, nous, en fait, autant quand on était au pire que maintenant à PDH, d'ailleurs, petit détail sur le pire existe toujours, le Parti des indigènes de la République existe toujours, mais on est une bonne partie à avoir quitté le Parti des indigènes en 2021 peut-être ou 2020, parce qu'on sentait qu'en fait c'était bloqué, que c'était trop ostracisé, qu'on ne pouvait rien faire. Même les d'autres organisations antiracistes, on ne pouvait plus faire de trucs avec eux. Et on s'est dit, bon, pour nous, le pire avait fait sa mission. Genre, ça ne sert à rien de perpétuer un truc quand ça n'a plus d'utilité. La question raciale a été imposée au sein de la gauche, les violences policières, l'islamophobie. À gauche, on en parle. On ne dit pas que c'est maintenant devenu hégémonique, mais on en parle. Bon, autant terminer avec ça, arrêter l'organisation politique pendant un temps et d'être plutôt dans l'influence des idées. Tu vois, d'être une sorte de think tank, voilà, un truc de pensée pour influencer la gauche, l'extrême gauche et même de donner des billes sur l'antiracisme. Mais par contre, on a toujours pensé la question de l'autonomie. L'autonomie, pour nous, c'est pas le sectarisme. L'autonomie, ça ne veut pas dire qu'on est de notre côté, on parle avec personne, on s'allie avec personne, on fait tout, voilà, ne nous parlez pas, on est autonome. Donc l'autonomie, pour nous, ça veut dire on décide par nous-mêmes. Il n'y a pas une organisation qui va nous dire faut s'allier avec lui. Non, non, c'est nous-mêmes, on s'organise et on décide ce qu'il faut soutenir, ce qu'il ne faut pas soutenir. Et c'est pour ça que de manière autonome, en 2022, par exemple, on a dit bah, on soutient Mélenchon et que là, on continue à soutenir, du point de vue parlementaire, du point de vue des élections, la France insoumise. Mais pour nous, on est pragmatique et il faut lutter sur tous les terrains. C'est-à-dire qu'en même temps, on va appeler sur le côté Assemblée nationale, législative, tout ce qui est institutionnel, à soutenir la France insoumise. Et en même temps, ça ne va pas nous empêcher de nouer des liens avec des gens qui militent à côté de ça. Par exemple, les soulèvements de la Terre. On a des liens d'amitié, de camaraderie avec les soulèvements de la Terre et on encourage ça. Et nous, on pense que de toute façon, il faut aller sur tous les côtés, quoi. Il faut mettre le bordel. Je veux dire, il y a aussi un petit côté un peu ZAD de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Je veux dire, on l'a vu avec le drapeau de la Palestine. On l'a vu comment. Je veux dire, il y a aussi un côté qui fait plaisir. Donc je pense que nous, vraiment, on a un côté pragmatique. On n'est pas en mode ah, c'est que ci ou que ça. Non, non, partout. Partout, partout, partout. Il faut arrêter de mettre des murs comme ça. Non, non. Il faut aller sur tous les terrains. Selon le contexte. Mais à quelles conditions alors? À quelles conditions? Parce que ce truc-là, effectivement, je veux dire, quand on porte un truc de façon autonome, on est forcé à certains moments de composer avec les gens qui sont là. Mais en tout cas, perso, je trouve que la question à chaque fois, c'est de se poser à quelles conditions est-ce que j'y vais? Bien sûr. Et du coup, pour vous, c'est quoi les conditions de ça? Bah, nous, les conditions, elles sont toujours contextuelles. Alors nous, on est très léninistes. Hein. Je veux dire, s'il y a... on nous parle... je veux dire, nous, il y a Fanon et Lénine qui nous dirigent, tu vois. Et nous, il y a une citation qu'on aime beaucoup chez Lénine, c'est l'analyse concrète d'une situation concrète. On prend des positions à partir d'un contexte bien précis. On n'aime pas... Alors, bien sûr, après, on a des idéaux. On a des objectifs de société, voilà, on aimerait une société sans frontières, égalitaire, dans laquelle le racisme, le capitalisme n'existe plus, plus d'impérialisme, l'égalité, bref. Ça, c'est notre horizon. Maintenant, pour atteindre l'horizon, il faut avoir une stratégie, une tactique qui est contextuelle. Et donc, les conditions vont être aussi contextuelles. Par exemple, sur l'islamophobie, si on était seulement dans l'idéalisme, on pourrait dire « Ah non, mais on ne soutient pas la France insoumise parce qu'ils ne reviennent pas sur la loi de 2004 ». Tu vois, on pourrait dire ça sur le voile à l'école. Parce que nous, on est en mode, mais quel est il y a d'autres pays où il y a le voile à l'école, ça ne pose pas de problème. Je veux dire, interdire des jeunes filles, bref. Et surtout, on voit qu'au final, d'ailleurs, petite parenthèse sur le voile à l'école, l'idée, c'était de dire, comme ça, les filles vont s'émanciper. Bon, on les émancipe malgré elles, mais elles vont s'émanciper. Et en fait, 20 ans après, ils sont là en mode, ah, mais il y a de plus en plus de voiles. Donc j'ai l'impression que la loi de 2004 ne marche pas. Je me dis, c'était peut-être pas la solution en fait. Voilà, vous êtes juste violent envers des jeunes filles. Mais bref. Mais donc,
C'est vraiment contextuel. Et nous, on prend. Concrètement, ouais, il y a eu des personnes dont le parcours scolaire a été interrompu. Mais oui, mais oui, mais oui. D'un autre côté, quand il y a des choses comme le lycée Averroès qui existent, c'est... Oui, mais en fait, on leur empêche. En fait, on veut pourrir la vie des musulmans. L'islamophobie, concrètement, le but de ces gens-là, c'est de pourrir la vie des musulmans. Mais en plus, ce qui est assez fascinant là-dedans, c'est que tu sens que c'est juste par haine raciste. Et je pense qu'il faut aussi aller dans le côté psychanalytique du racisme. Tu vois, mais vraiment, c'est une haine. Je veux dire, on se rappelle de 2017 de Macron qui était en mode un peu moins islamophobe et qui même avait une logique très libérale anglo-saxonne de dire bon, bah, les femmes voilées, tant qu'elles travaillent, je m'en bats les reins, je veux dire, et que petit à petit, pour des raisons électoralistes et tout, bah, a été dans une position islamophobe. Et même, je veux dire, parfois c'est contraire au libéralisme. Je veux dire, Nike qui fait des hijabs de sport, qu'est-ce que vous en avez à... Je veux dire, c'est une entreprise privée qui fait du bénéfice sur ça. Parce qu'en fait, et en plus, Nike, c'est pas par amour des musulmans, c'est juste, bon, voilà, il y a des consommateurs, autant leur vendre, tu vois. Mais tu vois que ça dépasse même la logique, c'est contradictoire même avec la logique libérale qui est la leur, tu vois. C'est vraiment, il y a une paranoïa autour, il y a une psychose autour de ça, de l'islam. Mais oui, voilà, donc nous, c'est contextuel. Et là, il y a une radicalisation raciste, islamophobe, qui est terrible, qui est angoissante. C'est-à-dire que là, il y a tout un bloc, il y a le bloc bourgeois et le bloc réactionnaire qui est totalement islamophobe. On voit qu'en fait, la politique de Macron, Le Pen aurait fait peut-être un peu pire que ça. Et encore, je suis même pas sûr. Toi, tu es en mode, mais parce que il y a Darmanin qui reprochait à Marine Le Pen d'être un peu mou sur les questions d'islamophobie. Tu es là, t'es dans quel monde? Et même au sein de la gauche, tu as des positions catastrophiques. Roussel, par exemple. Roussel qui dit que Mélenchon ne parle plus qu'aux franges radicalisées des quartiers populaires. Qu'est-ce que c'est cette citation de... Je ne vais pas dire des insultes, mais voilà. C'est vraiment grave. C'est grave. Et eux croient qu'il faut adhérer à la ligne islamophobe pour convaincre les classes populaires. D'ailleurs, voilà, ils font 2%. Je veux dire, il y a à quel moment... Parce qu'ils sont là, ouais, Roussel est la personnalité préférée des Français à gauche. Oui, mais la population est à droite. Mais ils ne vont pas voter pour toi. Tu es juste le gauchiste préféré des droitards. Il faut te poser des questions. C'est ça ton but dans la vie. Et au final, oui, voilà, faire 2%, ils vont pas voter pour toi. Parce qu'ils vont préférer l'original à la copie. Parce qu'ils s'en foutent du communisme. Au final, ils n'ont pas envie de partager leur richesse. Ils sont juste contents quand tu es saucisson pinard. Voilà. Donc, je veux dire, tu as ça. Tu as Europe Écologie Les Verts qui parfois ont des... Alors, c'est pas les pires, mais ont des positions un peu cheloues. Je me rappelle de Tondelier qui a été choqué quand elle a Wakbar. Tu vois, après, elle est revenue sur ça. Donc, je vais pas être méchant avec Tondelier. Tu vois, mais tu sens qu'ils sont pas à fond sur ces questions. Le PS, n'en parlons pas. Donc, tu vois que les seuls à être un peu basés sur ces questions, c'est la France Insoumise, qui a manifesté contre l'islamophobie. Tu as Mélenchon qui a fait un travail énorme. Je rappelle, Mélenchon, en 2015, était contre le terme islamophobie. Il était opposé. Il a évolué sur ces questions. Mohamed est un beau prénom, ça a l'air de rien pour les gens, mais c'est énorme. Tout le truc de la créolisation, tu vois. Par exemple, au grand remplacement, ce qui se diffuse beaucoup, c'est la théorie du grand remplacement. Qu'est-ce que vont nous dire la gauche bien molle? Ah non, mais non, mais la théorie du grand remplacement est fausse. Regardez les stats. Mais c'est quoi ça? Genre, t'es en train de dire qu'il n'y a pas trop de noirs et d'arabes en France? C'est ça ta défense? Je veux dire, ça, c'est la pire défense. C'est quoi le problème si on se multiplie? On n'a pas le droit. Je veux dire, on n'est pas français comme les autres. Et qu'est-ce qu'a dit Mélenchon? Bah non, c'est la créolisation, ça se mélange. Parfait. Mélenchon, et alors, petit détail. Quand je dis Mélenchon, en fait, c'est la ligne de la France insoumise. Hein. Je veux dire, c'est pas Mélenchon, en fait, a été influencé par Coquerel, par Obono, par des gens qui ont fait le travail dessus. Donc vraiment, quand je dis Mélenchon, c'est pas Mélenchon en lui-même la figure. C'est vraiment la ligne de la France insoumise. Mais voilà, il a dit ça. Et donc, nous, on se dit, mais vu la période, vu les dangers qu'il y a, par exemple, en 2022, on se disait, il ne faut pas s'abstenir. Mélenchon, c'est quand même, vu la radicalisation au niveau de la police, au niveau de l'armée, c'est une chance, c'est une opportunité. Donc votons Mélenchon, surtout qu'il est au point sur l'islamophobie. Enfin, plus qu'on ce qu'on peut attendre. Sur l'anti-impérialisme, il n'était pas au top, mais c'est quand même intéressant. Mais en tout cas, c'est quand même mieux que Macron, Le Pen. Il y a quand même une opportunité. Les Arabes et les Noirs vont respirer. Et là, par exemple, sur les législatives, encore une fois, c'est contextuel. Moi, ce que j'aime, il y a Mao qui parlait de contradictions principales et de contradictions secondaires. Okay, il y a des contradictions principales, là dans les législatives, c'est qu'il faut faire opposition au RN et, si on le peut, au bloc bourgeois. Ça, c'est la contradiction principale. Après, il y a des contradictions secondaires. C'est au sein du nouveau Front populaire. Il y a Hollande, grosse contradiction secondaire. Je veux dire, il y a le PS, il y a des lignes où c'est pas clair, même sur la Palestine et tout. Même si sur le programme, je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis. Très, très bien sortis. Et donc, ces contradictions secondaires,
comme le mot l'indique, elles sont secondaires par rapport à la contradiction principale. Surtout que le programme est plutôt pertinent sur nos questions à nous. Donc, tout n'est pas parfait, mais là, il faut faire la contradiction principale, faire barrage au RN et à Macron. Vous vous rendez compte, la déculottée, si le projet de Macron à la base, c'était de détruire la gauche et de cohabiter avec l'extrême droite. Vous vous rendez compte, le succès énorme et le symbole qui est envoyé et l'espoir que ça peut susciter chez les gens si au final c'est le NFP qui soit est second, alors il y a ça reste certainement les seconds, mais même potentiellement premier. Je veux dire, ça se joue à pas grand-chose. Moi, je pense que c'est possible. Je veux dire, on respire. On respire, on se dit putain, mais et c'est possible. C'est possible. Et je pense que ça peut inciter des gens à reprendre espoir parce qu'on manque pas mal d'espoir, mais même dans les quartiers et tout. Et je pense qu'il faut aussi donner faire valider à la gauche que ça, c'est la bonne stratégie. Que la ligne de la France Insoumise, c'est la bonne stratégie. C'est comme ça que tu peux avancer. Aussi en assumant la rupture. Parce que là, on parle de questions antiracistes, mais même il y a les questions économiques, les questions d'ordre international. L'AFI, contrairement aux autres partis, accepte la rupture. Et aller parler, contrairement à, par exemple, Roussel, là, qui a jeté sous le bus Raphaël Arnaud, le membre de la Jeune Garde, en disant que ce n'est pas ses méthodes. On parle de Raphaël Arnaud, on parle d'un militant antifasciste. Toi, tu es à BFM, tu préfères rassurer BFM que tu te mettes du côté de l'antifascisme. Est-ce qu'il se rappelle de ce que c'est le Parti communiste français? C'est une dinguerie. Et ce que ne ferait pas la France Insoumise? La France Insoumise, aussi, j'allais l'oublier, Amel Bentounsi. Ils ont proposé Amel Bentounsi en député, une figure majeure des violences policières. C'est énorme. Je veux dire, on ne se rend pas compte des pas qui sont faits dans la France Insoumise. Et nous, notre rôle là-dedans, je reviens sur l'autonomie, ça me permet de boucler le cercle, c'est de dire, nous, notre utilité, c'est d'être là, c'est d'avoir un soutien critique. Nous, il est toujours critique, le soutien. C'est-à-dire qu'on vous soutient, là, c'est très bien ce que vous faites, après, il y a ça qui ne va pas, mais on est aussi pragmatique politiquement. C'est ce qu'il faut faire. Et je pense que aussi, et ce qu'on n'arrête pas de dire à la gauche, il faut qu'ils comprennent l'utilité d'une autonomie antiraciste. Ils l'ont compris avec les féministes, ils l'ont compris avec les mouvements LGBT. Il faut que ces mouvements-là, un peu plus de légitimité, on va dire, un peu plus de légitimité que Mais il faut qu'ils comprennent que ces groupes puissent s'organiser politiquement, puissent s'organiser avec leurs propres mots pour pouvoir montrer la voie à suivre et qu'ils puissent influencer la gauche. Parce que si nous, on est sous la domination de la gauche, ça va plus avancer. Il faut que, parfois, alors c'est très imagé, mais il faut mettre des tartes dans la gueule de la gauche. Il faut la bousculer. Il faut lui dire ça ne va pas, ça c'est un problème. Mais pour que ça existe, faut qu'il y ait un mouvement d'autonome. Et c'est ce que disait Carmichael. Alors, aux États-Unis, on connaît Malcolm X et Martin Luther King. Et je vous invite à lire Carmichael, qui au final s'est appelé Kwame Ture, et qui a écrit Black Power, et qui dans les années 60, explique ça. Explique que pour l'intérêt des luttes antiracistes, mais aussi des luttes anticapitalistes, il faut que la gauche comprenne, les libéraux, lui, il appelle ça les libéraux aux États-Unis, que les Noirs doivent s'organiser. Il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils laissent les Noirs s'organiser pour que les Noirs puissent parler tête à tête, droit dans les yeux à la gauche et qu'ils puissent avancer ensemble. Mais le prélude à ça, c'est que les Noirs, l'antiracisme puisse s'organiser pour être efficace dans son ensemble. Et il me semblait que tu avais posé sur l'anti-impérialisme. Nous, il y a, par exemple, sur la question de l'Ukraine, alors ça, c'est une question qui fait beaucoup débat, mais pour moi, ça a été le minimum obtenu. En fait, ce qui nous dérange sur la question de l'Ukraine, c'est qu'on voit, alors, pour mettre les choses au clair, il y a une agression russe, ça, personne ne va le nier. Par contre, ce que nous, on regrette, et notamment c'est la critique qu'on ferait à Mediapart, à Edwy Plenel, je sais qu'il était là juste avant, mais qu'on n'en peut plus, c'est que, ok, je veux dire, les Russes, nous, c'est le contraire de nos projets politiques. La Russie, même en termes d'islamophobie et tout, c'est pas extraordinaire. On rappelle l'histoire de la Tchétchénie, de ce qui s'est passé, c'est catastrophique. Il met des petits pantins là en Tchétchénie et tout, mais nous, c'est pas. Mais nous, ce qui nous énerve, c'est qu'il n'y a aucune critique de l'atlantisme, aucune critique du camp occidental. C'est-à-dire que et là, il y a deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que Plenel, qui sur l'Ukraine est en mode « il n'y a pas de débat à avoir, il faut soutenir absolument l'Ukraine, il faut lui envoyer des armes, il faut faire bloc contre la Russie, c'est plus possible », a été beaucoup plus mesuré sur la Palestine, en nous disant « c'est plus complexe, hein, il n'y a pas un méchant, il y a un gentil. Alors oui, là, il y a un génocide, mais c'est le gouvernement d'extrême droite d'Israël. » Non, je veux dire…
regardons les sondages en Israël, regardons la part de la population qui soutient le gouvernement en place, qui soutient la guerre, qui soutient les politiques coloniales. Parce que, et ça c'est un truc, d'ailleurs je fais une petite promo, on va faire un entretien avec Ilan Pappé sur les nettoyages ethniques en Palestine, mais la politique coloniale d'Israël, c'est un truc qui a été soutenu autant à gauche qu'à droite. C'est-à-dire tout le champ politique israélien a soutenu cette politique coloniale, que ce soit par exemple en Cisjordanie. Alors heureusement, Dieu merci, il existe des voix d'extrême gauche en Israël qui sont anticoloniales, qui sont anti-impérialistes, qui soutiennent la solution par exemple à un État, mais malheureusement elles sont assez minoritaires. Mais bref, pour revenir sur ça, je veux dire, sur les questions de l'Ukraine, on reprocherait l'atlantisme, mais on a compris que sur le programme c'était le truc qu'on ne pouvait pas faire. Avec le PS, c'était une ligne rouge, donc c'était impossible d'imposer aussi une critique de l'atlantisme en plus, de dire, bah, attendez, l'OTAN, l'armement, la critique de l'armement, tout simplement. Le Glucksmann veut dire l'Occident. C'est bien de parler de la Chine et de la Russie qui augmente l'armement, mais ça reste rien par rapport aux États-Unis. Moi, je trouve ça fou qu'à gauche, il n'y ait aucune critique, quasiment aucune critique de l'impérialisme occidental et surtout de l'impérialisme états-unien. Je veux dire, on prend 2 secondes. Je veux dire, il y a des conflits où Taïwan, c'est chaud. L'Ukraine, c'est chaud. La Palestine, c'est chaud. Il y a les États-Unis partout. Ouais. Je veux dire, à chaque fois, il y a les États-Unis. Tu es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est une folie. Et je veux dire, le budget de l'armée des États-Unis, il faut qu'on se rappelle de ce que c'est. C'est incroyable. Donc, je pense, et ça, c'est un truc qui me fait regretter les années 70. Dans les années 70, il y avait un anti-impérialisme beaucoup plus conséquent. Ouais, si tu me permets quand même, parce que faut faire attention au campisme. Ah, bien, alors, mais je vais venir sur ça. J'avais fait la rencontre récemment dans les manifs palestines par un ami qui est libanais, qui a vécu au Liban, ouais. Qui est né en France et tout ça, et qui avait son ami qui lui, a vécu plus largement dans le sud Liban, et qui avait de la famille dans le Hezbollah, qui du coup me disait que le sang versé pour réprimer l'opposition syrienne était du sang sacré, ce qui en fait quand tu es occidental et que tu es resté avec la lecture de 2011, il y a une opposition démocratique n'est pas audible, et puis en fait quand tu rentres un petit peu dans le creux du sujet de comment ensuite cette opposition très rapidement en fait elle s'est plutôt organisée pour détruire l'État syrien qui dans l'équilibre régional bien sûr. faisait un truc, etc. Mais ça faisait... En fait, il y a besoin de penser une position du no man's land, quoi, parce qu'on ne peut pas à mon sens... soutenir l'autre camp. Voilà. Et bien sûr. l'Ukraine, c'est un truc où... C'est pour ça qu'il ne faut pas soutenir la Russie, bien entendu. Je veux dire, l'agressé, c'est l'Ukraine. Et la résistance de l'Ukraine est totalement légitime. Mais il ne faut pas dire qu'il ne faut pas avoir une analyse de long terme qui ne concerne pas l'Ukraine, mais qui concerne les politiques atlantistes. En fait, le problème, c'est qu'il y a un ordre international qui se règle par la force, et qui impose cet ordre international qui se règle par la force, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis, c'est le camp occidental qui a fait comprendre, et c'est pour ça que c'est des milliards et des milliards d'investissements dans l'armement aux États-Unis. Et donc les autres pays s'alignent sur ça. Par contre, sur le campisme, moi c'est une position que je pouvais comprendre dans les années 70. Parce que dans les années 70, avec toutes les critiques qu'il y a à faire sur l'URSS, il y avait quand même un idéal de l'URSS qui était le communisme, la société égalitaire et tout. Donc il y avait cet idéal. Et voilà, je pouvais comprendre dans les années 70. Sauf que maintenant, c'est plus le cas. C'est-à-dire que t'as plus, tu prends la Russie, son modèle de société est affreux. Tu prends même l'Iran, moi l'Iran, parce qu'il y a des gens qui nous soupçonnent de soutenir l'Iran. Mais l'Iran, pour moi, c'est pas un modèle de société que je soutiens. Au contraire, c'est catastrophique. Même parce qu'il me parle en tant que musulman, mais même en tant que musulman, c'est catastrophique. C'est des condamnations à mort, juste pour des raisons politiques, on fait passer ça pour religieux. Donc c'est pas du tout des modèles de société qu'on peut soutenir. Mais nous, moi, je ne nous qualifierais pas de campistes en termes officiels à PDH, parce que nous, on a toujours refusé de s'aligner sur des régimes. Le moyen de régler cette question du campisme et de dire, mais on ne soutient pas, c'est qu'on ne s'aligne sur aucun régime. Par contre, on a une ligne directrice, et qui est celle de Noam Chomsky, qui est, on est des militants anti-impérialistes en France et en Occident. Le rôle premier des militants anti-impérialistes, c'est de critiquer l'impérialisme de son propre pays et de son propre camp. C'est très gentil de critiquer, critiquer l'impérialisme de la Chine. Après, il faut voir la définition que tu donnes de l'impérialisme. Est-ce que c'est le truc militaire, économique? Moi, je ne vais pas rentrer dans les débats. Partons du principe que c'est impérialiste. Ou la Russie.
Non, mais je veux dire, c'est quoi le courage de ça? Je veux dire, quel est l'intérêt, nous, en tant que Français, de critiquer l'impérialisme russe ou chinois? D'ailleurs, tout le monde le fait. Je veux dire, tout le monde le fait. Je veux dire, c'est le truc facile. La Russie impérialiste, ok, mais parlons de la France. Parlons de la France. Ouais, parlons de la France et des États-Unis et tout. Ouais. Alors, Parlons de la France. de la France, des États-Unis, moi je trouve que il y a un peu une ambiguïté parce que depuis que l'URSS est tombée, il y a eu quand même un certain nombre de petits trucs par-ci par-là qui indiquaient que les intérêts de l'impérialisme américain se désolidarisaient un petit peu Oui. de ceux des Français, avec Ah des bah, affaires d'espionnage. c'est la réelle politique. Mais ça a toujours été le cas. Il ne faut pas croire que le bloc occidental est totalement solidaire. Hein. C'est vraiment. Ça a particulièrement été le cas après la chute de l'URSS. Oui. Ça a montré ça a montré que derrière, Ah bah ils avaient moins besoin du bloc. Les valeurs occidentales, etc. Finalement, les motifs profonds qui motivaient ça, et ils pouvaient naître, en tout cas dans ce bloc-là, des intérêts concurrents et en fait des actions relativement hostiles, quoi. Ouais, mais par rapport à l'impérialisme français, je ne sais pas si tu as vu, mais du coup, la France a changé de chef d'état-major des armées récemment. Et le chef des états-majors, c'est évidemment quelqu'un qui parle très peu dans les médias, et du coup, ça nous a donné l'occasion, comme il venait de sortir de ce poste-là, d'entendre un petit peu ce que du coup le général François Lecointre avait à nous dire sur sa vision de la France au XXIe siècle, etc. Plein de choses réjouissantes. Et je recommande vraiment de regarder cette interview sur le Figaro Live parce que c'est vraiment intéressant. Notamment, il explique que pour préserver ses intérêts impérialistes, la France devait en quelque sorte souder les politiques extérieures des autres pays européens dans la défense de ces intérêts-là, et il parlait ainsi de se projeter de nouveau au Sahel, alors que la France a été dégagée du Sahel sur l'année 2023 et tout ça, sous la forme en fait d'un corps expéditionnaire plurinational et européen. Il y a eu une accélération, en tout cas un signe d'accélération de cette prétention de la France par rapport aux autres pays européens, notamment sur du coup le sujet de l'Ukraine, puisque le fait d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, c'était en fait un appel à une coalition plurinationale qui allait poser un précédent. Et quand on entend ces gens qui parlent dans des décors vraiment très, très feutrés, il y a quelque chose où quand on prend conscience que ça existe de manière aussi détaillée et de manière aussi, je veux dire, précise et prête à l'emploi, il y a un truc où on a le sentiment que en fait, derrière le jeu de la démocratie bourgeoise, quand on touche à la question de l'impérialisme, il y a un truc qui apparaît un peu inébranlable, quoi. L'État, Rouya Boutedja, elle parlait du Deep State récemment dans sa prise de position, et je crois que ça fait écho. Donc, est-ce que tu penses, pour le raccorder un peu à l'actualité, est-ce que tu penses que sur le temps long de l'impérialisme, y compris lorsque la gauche était au pouvoir, est-ce que l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, elle ferait une différence à ce niveau-là? Alors, d'abord, sur l'impérialisme, pour nous, c'est la question majeure. C'est vraiment la question majeure qui est jamais posée, parce que, en fait, j'ai l'impression que de gauche à droite, on sait très bien que c'est un tabou, parce qu'on sait très bien que ce qu'on vit, notre mode de vie repose sur ça. Notre mode de vie repose sur l'exploitation du Sud. Je veux dire, le café, on l'a si peu cher. Bon, le prix augmente, mais on l'a si peu cher parce qu'en fait, on paye un paysan 2 centimes de l'heure. Et c'est vraiment une question qu'on ne veut pas poser. Je veux dire, moi, ça ne m'étonne pas qu'ils parlent parce qu'en plus, il y a de plus en plus des mouvements panafricains, des mouvements d'indépendance en Afrique. Alors, pas forcément de gauche. Il y en a qui sont un peu de droite, mais je veux dire, même de droite, ils ont la légitimité de leur indépendance. Et qu'on sent que la domination française est un peu ébranlée. Il y a vraiment une résistance. Et je crois qu'il y a une inquiétude par rapport à ça, et que c'est aussi pour ça le budget de l'armée, de réinvestir le militaire. On sait que si on n'a pas ça, comment on va acheter la paix sociale? Parce qu'on a des droits, on a des avantages et tout, qui reposent sur cette exploitation du Sud. Donc j'ai l'impression que
un peu tout le monde, et même à gauche, on n'ose pas poser cette question parce que ça va être compliqué, parce que ça demande des sacrifices énormes. Parce qu'en fait, lutter contre l'impérialisme, nous, on n'est pas des. On ne va pas mentir aux gens. Lutter contre l'impérialisme, ça nécessite de revoir un peu nos conditions de vie un peu à la baisse. Mais pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose de déplorable. Je veux dire, quoi, on ne va pas avoir d'iPhone 16? Ça va. Voilà, ça va. Non, mais je veux dire, non, mais c'est vraiment des questions à poser, quoi. Je veux dire, quel est le mode de vie qu'on veut. Et ça demande à repenser toute la société. Mais je pense que c'est pour ça que les gens, les organisations politiques ne veulent pas poser ces questions, qui sont plutôt timides sur ça. On ne se rend pas compte aussi du poids de l'armée en France, mais dans les fondations même de la République. Voilà, et surtout dans la Ve République. Là, j'invite les gens à lire les travaux de Claude Serfati, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, sur le rapport entre le militaire, la République et l'État, ne serait-ce que par l'industrie de l'armement, parce on vend beaucoup d'armes. On vend beaucoup d'armes et à des pays peu. On a vendu en Arabie Saoudite, ouais, pour détruire le Yémen. Donc je pense que ouais, c'est ça qui fait que les gens ont un peu peur de traiter de ce sujet qui est pour nous principal et qui peut amener aussi une solidarité internationale. Et j'ai oublié ta question. Est-ce que tu penses que l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, elle ferait une différence à ce niveau-là? Et du coup, j'ajoute, est-ce que l'extrême droite, c'est pas aussi l'effet retour sur la métropole du fait que ça se tend au niveau mondial pour Bah oui. l'impérialisme français? Ah bah bien sûr. Non mais je veux dire, je veux dire pourquoi moi il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est ouais, les classes populaires blanches, elles votent le RN parce qu'elles souffrent. Bah, non, elles souffrent économiquement, elles sont abandonnées et tout. Non mais si je veux dire, si c'était seulement les questions économiques, pourquoi elles votent pas Mélenchon ou Poutou plutôt que Le Pen? C'est parce que d'une, il y a le racisme. Elles sont profondément habitées par le racisme. Je veux dire, il y a des propos, c'est gravissime. Moi, je ne sais pas si tu as vu le reportage avec Retour à la niche et tout, mais je veux dire, tu deviens fou. Mais je veux dire, tu peux pas. Je veux dire, nous, on est bien on accepte une posture compréhensive. On essaye de comprendre quels sont les éléments qui font que des gens votent Rassemblement national et on n'est pas en train de là dire « Oh, les méchants !» Mais, je veux dire, si tu veux être dans une posture compréhensive, il faut être totalement dans une posture compréhensive et prendre tous les facteurs. Et arrêter de faire croire, c'est juste parce que, bon, économiquement, elles sont pas… Et d'ailleurs, c'est les travaux qui ont été faits, je ne sais plus le nom, mais qui est sorti très récemment, c'est qu'il y a quelque chose dans les électeurs RN des classes populaires blanches qui souffrent économiquement, c'est que pour elles, il n'y a pas d'autre alternative que le capitalisme. Pour eux, ça ne peut pas bouger. Tu vois, je veux dire, c'est comme ça, c'est l'ordre naturel des choses. D'ailleurs, c'est un truc assez d'extrême droite de naturaliser l'ordre des choses. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Donc, quels sont les deux choix? Pourquoi le RN? Parce que le RN, déjà, on va taper sur les immigrés, les Noirs et les Arabes, les non-français du territoire français. Donc, c'est-à-dire les Noirs et les Arabes, il faut les virer pour gagner un petit peu d'argent. Qui n'ont pas la couleur de leur papier. Voilà, qui n'ont pas… Voilà. Et voilà, c'est sur ça qu'on va… Ah, ils profitent de la CAF et tout. Bref, mais on sait que c'est n'importe quoi, mais eux, ça les rassure de dire c'est là où on va faire des économies. Et deuxième point, c'est de fortifier l'État racial intégral, comme dirait Boutelja, et de renforcer l'impérialisme français. C'est-à-dire que moi, je pense qu'ils savent pertinemment que l'Afrique, il faut continuer à la dominer, il faut continuer à la piller, voilà, il faut continuer à fortifier cet état, cet ordre du monde inégalitaire dans lequel ils essayent de se couper. Hein. Tu vois, il y a des réfugiés qui viennent, ils savent très bien pourquoi ces réfugiés viennent. C'est parce qu'on a un peu détruit leur territoire. Ils n'ont plus de boulot, le réchauffement climatique, tout ça. Donc nous, on fait une forteresse, tu vois, pour se protéger du désordre du monde qu'on a provoqué. Mais je pense qu'ils sont conscients, ces gens-là sont conscients qu'on a provoqué un désordre international, qu'on est responsable, même s'ils ne le disent pas, qu'on est responsable des inégalités dans le monde, pas seulement la France, hein, tout le camp occidental, qu'on est responsable de l'exploitation, qu'on est responsable de la destruction de la planète, qu'on est responsable d'un ordre inégalitaire injuste, qu'on est responsable du fait que des gens meurent dans la mer pour venir là, parce que n'importe qui vit dans la misère va là où il y a des richesses. Et je pense qu'ils sont conscients de ça et que le choix, c'est de dire on va miser sur la blanchité. Le seul truc qu'ils peuvent mettre en… Parce que c'est pas si bête au final, les classes populaires blanches qui souffrent, de se dire on va miser sur la blanchité. C'est celle qui nous a protégés depuis des centaines d'années. C'est celle qui nous a permis de connaître des meilleures conditions de vie, même si elles sont moins bien que les classes supérieures, mais qu'elles sont quand même meilleures que le reste de la planète. Donc on va miser sur ça. Et je pense que après, est-ce que l'extrême droite va énormément changer les choses? Je pense que juste ils vont fortifier ça, mais que ça reste un truc qui est profondément ancré dans l'État.
Je veux dire, il n'y a pas besoin de l'extrême droite pour que… Bon, on l'a vu aussi avec Mitterrand. Même la gauche, même quand la gauche est au pouvoir, Mitterrand, niveau impérialisme, on se rappelle du Rwanda, ça a été une catastrophe, mais je veux dire, il n'y a jamais eu vraiment… Et ça serait peut-être un petit peu le danger avec Mélenchon. C'est là où on est un petit… Avec la France Insoumise, c'est là où on est un petit peu circonspect, c'est là où on dit attention, même s'il a évolué sur certains sujets, même si lui, il est de plus en plus sur l'idée d'altermondialisme, d'une troisième voie, de contact avec l'Amérique du Sud, même sur la Kanaki, sur le programme du NFP, il parle d'un processus de décolonisation, on voit qu'il y a des avancées, mais il faut faire attention, et surtout, et ce qu'il faut se rendre compte pour les gens, que ce soit pour les questions décoloniales, anti-impérialistes, antiracistes, mais même sur les questions économiques, c'est que si le NFP arrivait au pouvoir, et même Mélenchon en Premier ministre, imaginons un truc de ouf, ça va être chaud, ça va être dur. Parce que dans la réaction qu'il y aurait en dans face. la réaction qu'il y aura en face, ça va être très très dur. Parce que vous vous rendez compte que la France, veut dire, même si l'État, le pays est en train de se dégrader, ça reste une puissance internationale, ça reste le pays des droits de l'homme, ça reste une puissance européenne. Que ce soit quelqu'un de Mélenchon qui est considéré comme d'extrême gauche par les bourgeois qui arrivent en Premier ministre et qui peut être susceptible d'avoir le pouvoir, la bourgeoisie est en panique. Ouais. Parce que c'est un signal qui est envoyé à tout. Je veux dire, ça donne espoir à tous les gauchistes de la planète. Hein. Et ils vont tout faire pour couper court à cette expérience. Et donc, c'est nous, là où il faudra être vraiment, vraiment, vraiment fort pour faire en sorte qu'ils tiennent leurs promesses. Mais ouais, voilà, sur le truc de l'impérialisme, c'est un truc qui est transversal. Et c'est là où on est le plus… Il faut faire attention. Je trouve que c'est vachement important, par exemple, de mettre en lien, tu vois, le SNU. Oui, bah oui. Le SNU, on voit très bien que c'est une politique qui peut totalement être menée par Macron comme par le RN. Enfin, je veux dire, il y a un ensemble même, enfin, je veux dire, les refus. En fait, il y a tout un ensemble de dispositifs où ça fait que. En tout cas, il y a des gens qui parlent de fascisme d'État. Ouais. Il y a des gens qui parlent de fascisme d'État. Et je pense que c'est le mot juste parce que ça permet aussi de surmonter l'opposition prétendue entre les tenants de la démocratie bourgeoise bon chic, enfin bien propre sur eux, genre Macron et tout ça, et les Le Pen, les trucs comme ça. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, il y a Todd Shepard qui a travaillé sur ça, sur les fondations de la Ve République. Et ce qu'on ne rend pas compte, c'est que le danger aussi, c'est que la Ve République peut facilement tomber dans le fascisme de manière totalement légale. Je ne sais pas si on a vu là dernièrement qu'il y avait Macron qui voulait peut-être activer, je ne sais plus si c'est l'article 16, L'article 16. voilà, pour avoir les pleins pouvoirs. Mais c'est les fondations même de la Ve République qui est extrêmement profondément autoritaire. Et là où c'est encore plus dangereux, c'est que ça fait une dizaine, quinzaine d'années qu'en fait, il y a une dérive autoritaire et que petit à petit, notamment grâce au racisme, d'ailleurs, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, le racisme, la gauche, si vous inquiétez pas pour les Arabes et les Noirs, inquiétez-vous pour vous. Parce que, ok, vous vous en foutez que les musulmans se fassent contrôler, mais en fait, à travers les musulmans et les Noirs et les Arabes, l'État met en place de plus en plus de dispositifs et aussi prépare, en fait, rend acceptable des dispositions autoritaires qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais accepté. Jamais accepté. Et que maintenant, tout le truc de l'état d'urgence, tout ça et tout, c'est à travers l'expérience sur les Noirs et les Arabes qu'on a instillé ça. Et ça peut être très… Le vrai danger, c'est qu'on a préparé le terrain au fascisme, que ce soit moi, ça peut être le RN, mais même Macron. Moi, je pense que. Et en fait, ce qui est encore plus effrayant chez Macron, c'est que Rassemblement national, ça pourrait provoquer, même, tu sais, parmi certains droitards qui sont quand même très républicains, ça pourrait provoquer une réaction de se dire ah non, mais quand même là, c'est l'extrême droite et tout. Là où c'est effrayant, c'est que dans Macron, c'est ils jouent sur la légitimité de l'arc républicain. Ah non, mais nous, on est responsable, on fait ça pour les intérêts de la France, il y a le danger de l'extrême droite, alors que ça pourrait être les mêmes dérives. Et c'est ça qui est vraiment effrayant. Mais il faut aussi s'inquiéter sur la Ve République, et c'est là où c'est intéressant sur la France Insoumise et le NFP de je ne sais pas s'il propose le NFP, je crois pas, hein. Mais la France Insoumise de passer sur la sixième. Ouais, et d'ailleurs, la suppression de l'article 16, moi, le premier meeting politique où je suis allé dans ma vie, c'est l'un des souvenirs que j'en ai parce que ça a toujours été dans le programme, effectivement, de la FI, quoi. Mais c'est une folie. Et on voit l'héritage colonial, c'est tiré de la guerre d'Algérie. Ouais. C'est-à-dire, voilà, on voit tout le continuum qu'il y a et comment ça habite la France. Pourquoi on n'arrête pas de parler de décolonialisme et tout? Parce que ça habite la France. Il y a des questions qui n'ont pas encore été réglées, notamment vis-à-vis des Arabes et des Noirs de ce pays. On fait cet entretien dans une conjecture un peu particulière. Euh, Ça a pas, ou relativement, elle peu été l'objet de nos discussions, en vrai, les élections Ouais. législatives et tout.
qui, objectivement, elles apparaissent un peu cruciales, ou en tout cas, elles sont vécues sur un mode existentiel par pas mal de gens. Quels sont, toi, les enjeux que tu vois genre derrière cette élection? Bah, comme j'ai dit, c'est la priorité, c'est de mettre un stop au bloc réactionnaire et bourgeois et de contrecarrer la stratégie de Macron qui a été de détruire la gauche. Après, on a vu que l'alliance de la gauche, elle reste assez fragile, mais ça, c'était évident vu les oppositions qu'il y a entre Glucksmann et Poutou. On va vraiment de Poutou à Glucksmann. C'est une folie, quoi. On vit dans quel monde? Mais il y a quand même une unité qui a été faite parce que je pense que même Glucksmann se rend compte de dire, ok, la France insoumise, tout ça, mais le RN et Macron. Donc je pense que pour moi, c'est la priorité. C'est ça, c'est de mettre le haut là. Et surtout d'un point de vue personnel, c'est que les musulmans respirent, quoi. C'est une folie. Je sais pas si vous avez vu, mais là dernièrement, la Fédération française de football a interdit aux joueurs de foot de porter des collants en dehors de l'hiver pour la laïcité. Ce qui est très drôle, c'est qu'on est tellement islamophobe qu'on veut interdire aux hommes de porter des collants. Moi, ça me rend fou. Aux hommes arabes de porter des collants, mais et on se rend pas compte en fait comment l'islam est en train d'occuper l'espace et comment il y a comment c'est en train de monter en généralité là, de monter c'est là, il y a un moment donné, ça va exploser. Et il faut vraiment. Donc pour nous, la priorité, c'est ça. Et après, il faut faire tout un travail autour de l'islamophobie, autour de l'islam, autour des Noirs et des Arabes, et même aussi des populations. Alors j'en parle très peu, mais et là j'en parle de plus en plus parce qu'on a fait une super émission sur les communautés roms, gitanes, tout ça. Je vous invite à aller regarder sur la chaîne Parole d'honneur, c'est une super émission. Mais je pense que tu peux pas mettre sous le tapis, et c'est la critique qu'on aurait à la gauche, et notamment à Ruffin, à Clémentine Autain, ça me permet d'en parler. Tu peux pas mettre sous le tapis la question du racisme. Moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est de dire « Ouais, mais Ruffin, il fait plus consensus que Mélenchon. » Pourquoi? Pourquoi Ruffin fait plus consensus que Mélenchon? Moi, je veux qu'on me dise qu'est-ce que c'est. Je veux dire, on me dirait, il parle plus, on m'a dit, il parle plus aux classes populaires blanches. Déjà, moi, je veux des preuves qu'il parle plus aux classes populaires blanches, je sais pas. Mais admettons qu'il parle plus aux classes populaires blanches. Pourquoi? C'est quoi? Il est plus à gauche économiquement que Mélenchon, que la France insoumise? Mais je crois pas. Même au contraire, lui, il est prêt à discuter. On a vu des discours sur le patronat et tout. Il est prêt à discuter avec Glucksmann, avec Cazeneuve. Je veux dire, économiquement, c'est pas ouf. La seule raison pour laquelle Ruffin parlerait davantage aux classes populaires, et ça reste à vérifier, c'est qu'il évite les questions antiracistes et même les questions LGBT. Tu vois, il est pas. Moi, je veux parler des questions antiracistes, mais même sur les questions LGBT, notamment sur les questions trans, il n'est pas du tout au point. Ah oui, il n'est pas du tout au point. Mais sur les questions antiracisme, c'est même pas qu'il est au point, c'est qu'il les évite. Et je suis désolé, c'est pas une stratégie gagnante. Tu peux pas mettre sous le tapis un problème, l'élément majeur qui structure la vie politique en ce moment. On a vu avec Macron qu'il a fait sa première intervention, là il devait en faire 3, mais en fait il en a fait qu'une. Les premières propositions, les priorités, immigration, laïcité, l'ordre à l'école. Les Arabes, les Arabes, les Arabes. En gros, la question qui se pose pour les gens, la question des élections, c'est le fascisme ou les Arabes et les Noirs. C'est ça, pour les gens, c'est ça. Le fascisme ou les Arabes et les Noirs. Et Ruffin, Clémentine Autain et tout proposent une troisième voie, c'est aucun des deux. Voilà, on parle de non, mais ni le fascisme, les Noirs, les Arabes, non, mais les classes sociales et tout. Oui, mais même si tu vas dans le truc classe sociale et tout, il faut que Ruffin comprenne que les classes sociales sont aussi majoritairement Noirs et Arabes, et aussi qu'il y a des problématiques qui ne sont pas proprement parlées, la question du travail. Et même si la question du travail, il y a la question du racisme. Comment ça se fait que c'est encore les Noirs et les Arabes qui sont plus souvent au chômage? Comment ça se fait que c'est les Noirs et les Arabes qui occupent les emplois les plus pourris? Je veux dire, les éboueurs, c'est très coloré. C'est très coloré. C'est pas un hasard si c'est très coloré. Donc il y a ces questions-là. Je veux dire, il y a Le Monde qui il y a 3 ans avait sorti un article sur le fait que les hommes maghrébins vivent moins longtemps que les autres hommes du pays. Comment ça se fait? C'est vraiment la question du racisme, c'est transversal. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Et là où je reprocherais à eux, c'est de ne pas être courageux et de croire que c'est en esquivant la question que on pourra y arriver. Et ça me fait penser à une citation de Fanon que je vais paraphraser, mais qui disait qu'en gros la grande confrontation ne pourra pas être reportée indéfiniment.
Et il y a un moment donné, il faudra affronter la question. Et ce que j'aime dans la France insoumise et de plus en plus aussi dans l'extrême gauche, c'est que maintenant on pose le sujet, la question raciale. Et la question raciale, c'est pas seulement la race, ça traverse tout. Ça traverse la question du genre, ça traverse la question des sexualités, ça traverse la question du travail, mais il faut affronter cette question raciale qui est pour moi majeure. Et pour moi, c'est pas une bonne stratégie de la mettre sous le tapis. Si tu veux conclure par un mot. Ouais, non, juste aller voir Parole d'honneur. Ouais. Et moi, je suis très content. Je trouve que là où ce qui fait mon bonheur, c'est que j'ai l'impression d'être parmi les deux plus gros projets on va dire la gauche radicale, la gauche de rupture, le mouvement révolutionnaire. Prenez les mots que vous voulez. Mais Parole d'honneur et Zawa Prod. Et ce que je trouve très beau et très symbolique, c'est que c'est les relations qu'on a entre Parole d'honneur et Zawa Prod et des relations qui sont vues comme contre-nature par l'extrême droite. Parce qu'en gros, Parole d'honneur, c'est les Arabes et les Noirs, et Zawa Prod, c'est les LGBT. Et pour eux, c'est impossible de vivre ensemble. Et ce qu'on montre, c'est que, et ce qui est beau, c'est que ceux qui nous ont permis de gagner en visibilité et de parler à beaucoup de gens, bah, c'est deux LGBT, c'est Dany Eraz qui nous donnait et que nous, on continue. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on respecte, et c'est vraiment l'autonomie, c'est-à-dire, il y a l'autonomie de PDH, il y a l'autonomie de Zawa Prod. Zawa Prod fait ce qu'il veut, PDH fait ce qu'il veut, mais on discute ensemble, on réserve cette autonomie, et ça permet et ce qui est beau, c'est que on s'évite pas les questions problématiques. On s'évite pas de parler d'homophobie. On s'évite pas de parler de délinquance. Je veux dire, nous, on n'est pas du tout dans l'angélisme. On n'est pas en train de dire que les Arabes, les musulmans, les Noirs et les Arabes sont pas homophobes. Oui, il y a de l'homophobie. Et on ne le cache pas. Maintenant, la question, c'est comment on fait avec ça? Comment on cohabite et comment on fait pour que on puisse vivre ensemble malgré ces différences? Et on pense qu'il faut lutter sur tous les plans. Et paradoxalement, pour régler la question de l'homophobie qui peut exister dans les communautés noires et arabes et les communautés musulmanes, bah, il faut régler la question du racisme. Tu vois? Et ça marche aussi dans l'autre sens. Et je pense que c'est dans le processus de lutte collective qu'on arrive. En fait, c'est de la chimie, quoi. C'est-à-dire que les choses changent dans ce processus-là. Et je sais, peut-être on le coupera au montage. Ouais. Mais tu vois, moi, à titre personnel, c'est une faiblesse que je vois dans la proposition des beaufs et des barbares, tu vois. C'est que alors bon, dans le milieu du travail, etc., ça existe, mais bon, on va quand même pas se mentir sur le fait que, je veux dire, il y a des tendances lourdes qui font que, je veux dire, les gens de la RATP, ils sont quand même souvent noirs et arabes, Oui. plus que blancs, tu vois. Oui. Et du coup, genre, pour moi, quand on ramène un peu les luttes syndicales en mode, non mais vous voyez, c'est la preuve que ça marche, c'est un peu, tu vois, genre, je le vois pas trop, alors que tu vois, sur des luttes migrantes, sur des trucs comme ça, enfin, moi, je me suis retrouvé sous un pont à 2h du mat à Porte de la Chapelle, face à des gens qui parlaient pas ma langue. Et genre, j'avais du rouge à lèvres et il y avait un phénomène d'attroupement autour de moi. Et j'ai pu leur dire, bah, en fait, la raison pour laquelle je suis là, c'est que les gens en France qui me détestent pour ça, vous détestent pour ça. Ouais, bien sûr. Et dans la lutte, je pense qu'on. Contradiction secondaire peut-être. Ouais. Et dans la lutte, on arrive à la dépasser. Bien sûr. Ah ben la lutte, c'est un moment où tout se mélange, où tu as vraiment des rencontres de ouf, de partager tout. C'est important. Et ouais, sur les beaufs et les barbares, ben après aussi le truc, c'est de se dire que il faut pas aussi non plus être trop matrixé par ce qui se passe dans les médias, le discours de CNews. Et c'est l'exemple que montrait Auréa, elle disait, mais au final, on fait aussi des enfants ensemble. Au final, le métissage, ça se fait davantage dans les classes populaires blanches et noires que parmi l'élite. On a plus de métissage entre classes populaires blanches et noires que entre classes populaires blanches et élite blanche. Donc au final, on vit un petit peu ensemble. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir, malgré tout, malgré le contexte actuel qui est très déprimant, de se dire, bah, c'est quand même possible, c'est comme, je veux dire, dans la réalité, quand on se rencontre, on voit que bon, est-ce qu'il y a vraiment du problème? Et il y a aussi la question de la cohabitation. Il y a un truc ça me permettra de conclure sur ça et de parler aussi de l'homophobie, c'est que nous, on a toujours dit, et notamment sur l'islam, il y a un point important que les gens ne veulent pas comprendre. Et pour moi, c'est très important, c'est essentiel à comprendre. On s'en fiche que les gens n'aiment pas l'islam. On s'en fiche que les gens n'aiment pas les Arabes. Dire, si tu n'aimes pas tu as le droit
de ne pas aimer les Noirs et les Arabes, tu as le droit de ne pas aimer l'islam, tu as le droit de trouver que l'islam c'est la religion la plus conne du monde, on s'en fout. Tu vois, par exemple, même sur un exemple tout simple, le Coran. Tu as le droit de trouver que c'est débile que des hommes mettent des collants pour jouer au foot pour pas montrer leurs jambes. Tu as le droit de le penser. Là où ça devient un problème, c'est quand tu agis politiquement contre les Noirs et les Arabes. C'est-à-dire que tu peux trouver ça débile qu'ils portent des collants, pas de souci. Par contre, si tu veux lui interdire de porter des collants, ça va être un problème. Tu peux trouver ça débile qu'une femme porte le hijab, pas de souci. Moi, je peux le comprendre. Tu sais qu'il y a des féministes qui disent, bon, bah, c'est pas très féministe. Ouais, oui, moi, je comprends de votre point de vue que ce le soit. Par contre, à partir du moment où tu vas interdire à ces femmes de le porter, là, ça devient un problème. Et je pense que nous, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est qu'il faut penser la question du pouvoir. Il faut vraiment penser la question du pouvoir qui permet de repenser plein de choses, tu vois, et d'être vraiment pragmatique et d'être vraiment efficace. Je veux dire, nous, par exemple, sur les communautés musulmanes, on dit, ouais, effectivement, il y a de l'homophobie. Et parfois, elle peut se matérialiser par des violences. Même si je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer la portée des violences homophobes qui seraient spécifiques aux quartiers populaires. Mais effectivement, il y a de l'homophobie et c'est difficile d'être homosexuel dans les quartiers. Et là, ça pose aussi la question de qu'est-ce que c'est être homosexuel dans les quartiers, de l'outing, des gens qui ne veulent pas s'outer, qui vivent plusieurs vies et tout. Bref, c'est un truc très… Mais, je veux dire, mais ce qui fait vivre l'homophobie politiquement en France, voilà, c'est l'extrême droite. C'est aussi le pouvoir. Là, on a vu Macron qui a dit que c'était ubuesque les demandes sur les trans et tout. Donc, c'est vraiment la question relative au pouvoir et aussi la question de la relation. De dire, OK, on peut avoir des opinions différentes. Maintenant, c'est comment on cohabite. Tu peux penser ce que tu veux de ton collègue, mais laisse-le vivre sa vie. Tu vois? Pour moi, c'est vrai. Du point de vue individuel, je suis totalement libéral. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il n'empiète pas sur la liberté de l'autre. Tu vois? Pour moi, c'est ma limite. Et donc, c'est de penser… Pardon. Ah, voilà. Pour moi, il faut vraiment penser la question du pouvoir et de qu'est-ce qui peut permettre de vivre ensemble. Parce que, je dis ça parce que si par exemple sur l'homophobie des musulmans, la stratégie, c'est d'essayer de faire en sorte que la totalité des musulmans ne soient plus homophobes, pour moi, c'est foutu d'avance. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et c'est pas seulement spécifique à la question de l'islam, parce que tu peux trouver tu as plein de penseurs qui vont te dire, mais même, je pense à Ludovic Mohamed Zayed qui va te dire que, en fait, c'est autorisé dans l'islam et tout. Mais après, ça reste un avis minoritaire. Moi, je pense que la piste à explorer sur la question de l'homophobie des musulmans, c'est plutôt de te dire, mais je veux dire, vous pouvez penser que c'est pas autorisé. Par contre, moi, d'un point de vue islamique, un musulman homosexuel, il reste musulman. Je veux dire, j'en ai rien à foutre de sa sexualité. Dans ma perspective, c'est Dieu qui juge. Pour moi, Dieu est miséricordieux. Et puis voilà, je veux dire, nous, on n'a rien à dire. Je veux dire, on accepte bien des musulmans qui boivent. Je veux dire, c'est interdit. Je veux dire, homosexualité. Je veux dire, les jeunes là, les jeunes musulmans qui sont homophobes. Allons-y. Vous savez ce que c'est un péché dans une lecture rigoriste de l'islam? La relation hors mariage. Ah, ça vous dérange moins. On doit quand même vous considérer comme musulman. Pourtant, vous avez des relations hors mariage et les gars, si vous allez dans des positions rigoristes, il y a vraiment des sanctions de malade. Donc moi, je pense qu'il y a aussi un discours interne à l'islam à dire, il y a une acceptation à avoir, les gars. Ça reste des musulmans, tu t'en fous, ils prient à côté de toi. Je veux dire, chacun fait sa vie. Je veux dire, c'est quoi? T'es là, je veux dire, tu vérifies sa sexualité et tout, tu t'en fiches. Tu vois, donc il y a ça. Et après, discours politique de dire, mais je veux dire, liberté. Tu peux penser que pour toi, c'est pas autorisé par Dieu, que pour toi, c'est un péché. Mais tu ne vas pas sanctionner, comme tu ne sanctionnes pas quelqu'un qui a des relations hors mariage, quelqu'un qui boit de l'alcool, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui… Voilà. Moi, je pense que c'est des pistes à explorer de la question du pouvoir. Vous avez vos opinions individuelles. Maintenant, en question politique, chacun fait sa vie et on essaye de vivre ensemble comme ça. Ouais. Ça pourrait être le sujet d'un autre… Ouais, ça c'est… Ah, mais c'est un gros sujet, hein, vraiment, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles, là, t'as certains influenceurs musulmans, enfin, musulmans entre guillemets, parce qu'ils ont fait des trucs de ouf. T'as un gars, il a joué influenceur musulman, on a vidéo de lui en train de lécher les seins d'une femme, en boîte de nuit et tout. Je suis en mode, mais bref, c'est l'un des trucs sur l'homosexualité, et nous, on essaie d'avoir un discours sur ça, sur en mode, mais… Déjà, fais tes prières avant de parler. Moi, il y a un imam, pour moi, c'est une piste à explorer. Il y a un imam qui avait dit ça et que je trouve très intéressant. Il a dit, vous êtes là sur l'homosexualité. Vous savez que c'est plus grave de ne pas faire ses prières que d'être homosexuel? Donc déjà, avant de parler du voisin, là, vous êtes là à dire, qui fait ses 5 prières par jour à l'heure ici? Et là, tu vas calmer beaucoup de gens. Avant de vraiment calme-toi. Regarde ta pratique.
Regarde ton rapport à Dieu, regarde si tu es parfait, avant que tu sois parfait, avant de parler, avant que tu sois parfait, il y a du temps, ça nous laisse du temps. Ok, bon, bah merci beaucoup Wissam, c'était Merci. vraiment super cool Merci à vous, et c'était cool super d'être. intéressant. Merci beaucoup.